Donc je quitte l'école en 4e. Je me rappelle même avoir demandé à mes parents, on a dû faire une dérogation pour que je puisse quitter l'école et apprendre un métier, donc le fameux métier de plombier. C'est un hasard d'avoir fait carrière dans le sport parce que j'ai pas eu le cursus classique que peuvent avoir les jeunes avec le TRJV, toutes les disciplines qui font que tu peux performer dans le mountain bike. Moi, je suis arrivé là comme ça, quoi, par hasard. J'ai essayé, ça m'a plu et j'ai démarré comme ça. Quand tu débarques, t'imagines, moi, je ne savais absolument rien, quoi. Mais quand je te dis rien, c'était pas m'entraîner, alors absolument pas du tout, quoi. J'étais vraiment à l'arrache totale. Et là, quand t'arrives avec des pros comme peut l'être Caro, ben forcément, c'est un avantage phénoménal, quoi. Phénoménal. Mais gars, ça, c'est pas une coupe du monde, mais ça reste une course quand même qui est folle, quoi. Tu vois, quand tu débarques, moi, quand j'ai commencé le vélo et que je voyais ces 2000 Mongoliens là partir d'un glacier, le premier arrivé en bas à gagner, je me disais waouh, ils sont badass ces mecs. Faudra que j'essaie ça un jour, quoi, tu vois. J'ai jamais rêvé d'être mountain bike pro rider, quoi, tu vois. Par contre, quand j'ai été dedans, voilà, j'avais cet objectif et j'ai dit par contre, je m'entraîne, je veux être champion du monde, quoi. Je m'aperçois que les deux gars qui ont fait champion du monde devant moi les 2 années précédentes, bah ils se retrouvent contrôlés positifs et là t'as le ciel qui s'écroule devant toi, quoi. Tu sais, putain, mais waouh, pourquoi ils ont fait ça, quoi. En fait, ça se dope dans tous les sports, quoi. Et même les courses de quartier, quoi. Donc après, j'ai appris ça, tu vois, mais quand j'ai débarqué, non, je pensais pas que c'était possible, en fait. Quand t'es passionné de vélo, que tu mets le produit en avant, que t'es là pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça a été développé, comment on règle bien des suspensions, tu vois, que tu fais vraiment le taf comme il faut. Et que le gars te sort le smartphone en te disant ben regarde à quel prix il est chez ton copain là-bas, tu fais waouh, mais là non, quoi. Ouais. Moi non, je peux pas te le faire à ce prix-là, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je vous partage des conversations avec des personnalités, athlètes, experts et dirigeants connus ou méconnus, mais toujours passionnés, pour qu'ils et elles nous partagent leur parcours, leur expertise et leurs conseils et fassent grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Damien Othon est ancien pilote professionnel de VTT Enduro, patron du magasin Mondo Vélo à Perpignan et pilote développement pour Orbea. Le parcours de Damien est aux antipodes des parcours classiques qui amènent généralement à la compétition VTT. Car après avoir arrêté l'école en 4e, Damien a exercé le métier de plombier pendant 10 ans et au niveau sportif, il était plutôt bien parti pour suivre les traces de son père qui roulait en motocross. Mais tout a basculé pour lui lorsqu'il a posé ses mains sur le guidon d'un VTT. Et bien lui en a pris puisque malgré une arrivée tardive à la compétition, il a ensuite obtenu l'un des plus beaux palmarès des pilotes d'enduro français, parfois face à des pilotes qui sont allés jusqu'à recourir au dopage pour rester devant. Aujourd'hui, Damien partage son temps entre le développement de son magasin de vélo et son rôle de pilote test pour Orbea, et vous allez voir qu'il lui reste encore quelques belles choses à accomplir. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir comment, sorti de nulle part, Damien a fait ses débuts en enduro VTT, accompagné par une certaine Anne-Caroline Chausson, sa relation particulière avec les séances d'entraînement que lui coach, sa relation particulière avec les séances d'entraînement que son coach lui concoctait, comment il a vécu les affaires de dopage de ses 2 principaux concurrents champions du monde d'enduro juste devant lui, comment il vit l'aventure entrepreneuriale avec son magasin de vélo et ses conseils à ses confrères pour faire face aux discounters, comment il contribue au développement de la gamme enduro chez Orbea et plein d'autres choses. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence de communication spécialisée dans le vélo. Line aide les entrepreneurs et les entreprises à augmenter leur visibilité, leur notoriété et leur vente en les accompagnant sur la définition de leur stratégie de communication, la création de leur contenu, l'animation de leurs réseaux sociaux, le conseil et la formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LinkedIn ou prenez rendez-vous avec moi sur agenceline.fr, agenceline.fr. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Damien Othon. Alors du coup, tu as un point commun avec Steve Pitt. Effectivement, on était plombiers tous les deux. Comme quoi, souder des tuyaux, ça peut te faire aller vite en vélo. Hein. Du coup, tu soudes des tuyaux et puis après, tu soudes sur le vélo, quoi. C'est ça.
Mais même mon premier vélo en tant que pro, c'était un caminade, donc un vélo en acier. Donc, tu vois, j'aurais pu même moi me le fabriquer en tant que plombier. Alors pourquoi tu t'es pas fait ton propre vélo? Ah, j'avais pas encore ces ambitions-là. Peut-être plus tard, qui sait. Puis il y avait les géométries et tout, quoi. Ouais, là, c'est encore un autre métier. Ouais. Alors, démarrage, enfin, t'étais plombier à la base. Ouais, moi j'étais plombier à la base. Enfin, j'étais enfant avant d'être plombier quand même. Oui, mais, oui. Ouais, j'ai démarré, j'ai quitté l'école très tôt. Voilà, enfant un peu dissipé, un peu hyperactif. Donc je quitte l'école en 4e. Donc très jeune. Je me rappelle même avoir demandé à mes parents. On a dû faire une dérogation pour que je puisse quitter l'école et apprendre un métier. Donc le fameux métier de plombier que j'ai exercé pendant 10 ans. Qui est un métier que j'appréciais d'ailleurs. Hein. C'est pas, tu vois, souvent on dit, oh, t'étais plombier, oh putain, ça devait être dur. Ouais, c'est pas un métier qui est facile parce que voilà, c'est un métier physique, mais moi c'est un métier qui me plaisait plutôt pas mal parce que c'est super complet comme boulot. On peut faire voilà de la plomberie, du chauffage, de la zinguerie, de la clim. C'est un truc qui était vraiment agréable et franchement j'y prenais du plaisir. Peut-être pas autant que à voyager à vélo, mais c'était quand même sympa et voilà, c'était pas une peine d'exercer ce boulot, quoi. Et comment le vélo est arrivé dans ta vie? Eh ben, écoute, un petit peu par hasard, hein, j'ai fait du vélo étant gamin, comme tous les gamins, je pense, de ma génération et même les gamins actuels, où tu fais du vélo dans la rue, tu construis tes premières bosses sur le premier champ que t'as proche de la maison. Mais c'était pas le sport dont je rêvais. D'ailleurs, j'ai jamais rêvé d'être sportif de quoi que ce soit, du moins de haut niveau. Mais c'est arrivé un peu par hasard. J'étais plutôt passionné de moto. Moi, mon papa faisait de la moto, donc je voulais plutôt faire comme lui. J'ai commencé par faire d'ailleurs de la moto étant jeune et faire le petit championnat d'enduro qu'il y avait par chez nous en Languedoc-Roussillon. C'était pas encore l'Occitanie. J'ai fait mes premières armes sur la moto. J'ai apprécié beaucoup, mais c'est vrai que c'était très coûteux. Il y a peu de marques en moto, donc pour être aidé en moto, il faut vraiment être très rapide et j'avais pas ce niveau-là. Et un jour, en fait, mon oncle m'a proposé une sortie vélo et c'est vrai que je me débrouillais pas trop mal. Et ça a démarré comme ça, vraiment un pur hasard. VTT à la maison, une tour de VTT avec mon tonton qui m'a prêté même son vélo. Et c'était parti. J'ai commencé l'enduro comme ça. Ça devait être en 2009. C'était à quel âge ça? 2009 Ouais, je suis de 87, donc je vais avoir 24 ans. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est plutôt tard, hein. C'est pas le cursus habituel. Hein. C'est vrai que moi, en fait, c'est un hasard hein, d'avoir fait carrière dans le sport parce que j'ai pas eu le cursus classique que peuvent avoir les jeunes avec le TRJV, toutes les disciplines qui font que tu peux performer dans le mountain bike. Moi, je suis arrivé là comme ça, quoi, par hasard. J'ai essayé, ça m'a plu et j'ai démarré comme ça. Et je pense aussi que ça a été en partie pourquoi ça a bien fonctionné plusieurs années, c'est grâce à ça, je pense, parce que en fait, personne m'attendait, j'avais pas de pression de qui que ce soit, ni de mes parents, on m'a jamais poussé, moi, à faire du sport de petit, à dire il faut performer, il faut que tu sois bon, il faut faire comme ça. Non, moi, j'ai plutôt fait jeunesse et plutôt bien jeunesse jusqu'à 18 ans avec étant du sud avec les férias et toutes les bonnes virées entre copains. J'ai joué au rugby petit aussi, donc en tant que rugbyman, je peux te dire que c'est là la rigueur était pas de mise. Donc non, j'ai fait jeunesse et après le sport est arrivé plus tard quand j'ai rencontré ma chérie. Je me suis un peu plus posé aussi et j'ai démarré le sport on va dire un peu plus dur. Parce que c'est vrai que les sports co, quand t'es jeune, c'est quand même plus sympa. Il y a un peu plus de challenge entre copains et c'est plus motivant qu'un sport solo où c'est que, enfin, moi, personnellement, je trouve ça dur et je sais que si j'avais commencé le vélo très tôt, je pense que j'aurais pas fait carrière parce que pour moi, avoir une rigueur aussi intense et autant d'entraînement, de souffrance, je pense que ça m'aurait fait craquer à un moment donné dans mon adolescence ou mon apprentissage de la vie et fait bifurquer vers une autre voie plutôt que l'avoir fait à l'envers comme moi en fait où c'est que moi j'ai fait vraiment jeunesse et après j'ai fait du sport quoi.
Bah, disons que c'est plus, au moins quand tu te tires sur la gueule, tu sais que t'as bien profité avant et que derrière tu peux y aller, quoi. Ouais, carrément, carrément. C'est marrant parce que effectivement dans les écoles qui conduisent au VTT, on parle du BMX, on parle du trial, et jusqu'ici on n'a pas trop parlé de la moto. C'est vrai que j'ai pas eu d'invités, pas que je sache, qui m'ont dit, moi je viens de full moto et bam j'ai switché sur le vélo. On parle des similitudes et enfin des différences. Qu'est-ce qui toi t'avait marqué quand t'es arrivé dans le milieu du VTT versus la moto? Où est-ce que t'étais à l'aise? Où est-ce que tu l'étais peut-être un petit peu moins? Tu peux nous parler un peu de... Ouais, après, moto, attention, j'ai fait très peu de moto. J'ai fait que 1 an et demi de compétition, donc j'ai démarré très tard. Je rêvais de petit de faire de la moto. Mes parents n'avaient pas les moyens de me faire de la moto parce que c'est quand même un sport qui est très cher et assez coûteux. Il faut beaucoup se déplacer, il faut des motos. Donc malheureusement, je pense que mon père en aurait rêvé, mais c'était pas le cas. Donc le fait d'être plombier, justement, j'ai pu à 16 ans m'acheter ma première moto, à 18 ans m'acheter mon premier fourgon, donc et me déplacer un petit peu sur des courses de moto. Et donc grâce à ça, voilà, j'ai pu faire ce que j'aimais. Mais pour switcher sur qu'est-ce que ça m'a fait gagner en arrivant sur le vélo, je pense la vision surtout, tu vois, savoir lire la ligne, bien lever la tête, être assez solide au niveau du haut du corps, tu vois. Je pense qu'en moto tu travailles quand même pas mal le haut du corps. Surtout ça, tu vois, être assez à l'aise parce que c'est quand même plus lent le vélo à la base, donc t'as moins cette crainte de vraiment t'atomiser, même si on est entre les arbres et tout ce que tu veux, mais à moto c'est vrai que dès que tu vas vite, ouais, ça va vite quoi, donc tu peux penser quand même rapidement à des chutes un peu plus lourdes et conséquentes quoi. Donc je pense que ça, le fait de visuellement être préparé, je pense que ça m'a aidé. Après, j'avais plein d'autres lacunes que forcément en moto je ne sentais pas. Donc cardiaquement, c'était juste un enfer au début. Le souffle, les ischios, les jambes qui me brûlaient, l'acide lactique, tu l'as moins, je trouve, en moto. Même si c'est plus traumatisant, certes, une bonne session moto au niveau du corps, je trouve que t'es vraiment t'es mâché, pas comme le vélo. Le vélo, pardon, t'es plus fatigué, je sais pas comment dire, mais profondément, tu vois, t'es vraiment vidé. La moto, c'est plus musculaire et voilà, et traumatisant au niveau du corps et tu mets un peu plus de temps à t'en remettre, quoi. Donc, mais beaucoup de similitudes après sur les deux sports, hein, franchement. Je pense qu'un bon motard peut être un VTTiste et un bon VTTiste peut être un bon motard aussi, hein. Je pense qu'il y a enfin pas que quelques, il y a pas mal de points communs sur les deux sports. Ok. Ouais. Alors ton premier vélo, tu nous parlais de cabinade. Tu peux nous parler de cette histoire de justement comment t'es arrivé en VTT avec ce vélo, enfin l'histoire globale du... Mais Caminade, en fait, c'est une marque qui a été créée en 2013, en même temps que la première année des World Series, 2012 ou 2013, je crois, hein. Donc, et c'est une marque de mon petit village Illy-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, forcément, on a démarré l'histoire ensemble, donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Et à l'époque, Brice Epailly et Sylvain Renouf, donc les deux associés de l'époque, m'ont proposé cette aventure en fait de faire le tour du monde pour les premières coupes du monde d'enduro avec leur vélo et avec deux gros partenaires qu'on avait, donc Suntour et c'était Alltrix, ouais, exactement, à l'époque. Donc ça a démarré comme ça et j'ai pu, voilà, j'avais pas encore quitté mon poste de plombier, j'étais pas full-time rider, mais du moins je pouvais me déplacer quand je le souhaitais et reprendre le boulot quand je revenais. Donc l'histoire a démarré comme ça. Ouais. Que je comprenne bien, parce que là on parle quand même des Enduro Series, enfin Enduro World Series. Oui. Mais j'aimerais que tu me parles de qu'est-ce qui a fait que entre le vélo de ton oncle et Enduro World Series, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer dans la compétition VTT enduro et je vais y mettre,
enfin, mon argent, mon temps, mon énergie et tout ça. Bon, il y a eu quand même 4 ans entre mes débuts à vélo, si je puis dire, parce que c'est en 2009 que j'ai fait ma toute première course. Et en fait, j'ai commencé à faire les petites courses régionales, je pense un peu comme tous les gamins. Sauf que moi, j'étais plus un gamin. Et ma première course, on va dire internationale, c'était en Suisse. Et c'était une maxi ou je me rappelle plus, une coupe d'Europe d'enduro, un truc assez prestigieux, et j'avais gagné. C'était vraiment la première fois où mon nom sortait un peu dans la presse internationale. Et ça a démarré comme ça, en fait. Et là, moi, la motivation est arrivée parce que j'ai vu que je pouvais quand même gagner des belles courses devant des beaux pilotes. Et j'ai commencé à faire les maxi, les méga, et toutes les belles courses d'enduro qui existaient à l'époque, quoi. Et d'ailleurs, qui existent encore. Ouais. Donc c'est le lien qui me manquait entre je me mets à faire du VTT et je vais sur les Enduro World Series. Ok. Donc tu commences à gagner des courses, tu te fais repérer, et là effectivement tu vas voir Brice et Pailly, tu vas voir quelques sponsors et tu leur dis ok, l'année prochaine Enduro World Series, C'est ça. je veux être là. C'est ça. Et du coup, comment ça se passe? Bah, ça s'est fait un petit peu tout seul, Brice. C'est vrai qu'on roulait beaucoup ensemble, étant du même village. C'était un peu le gars qui roulait vite à l'époque à la maison. Donc, je roulais pas mal avec lui. J'avais fait la Transvésubienne avec lui. C'était vraiment, je suivais son parcours pour progresser physiquement. Et puis voilà, en discutant comme ça, lui il lançait sa marque. Donc, ça s'est fait. Je pense qu'ils ont senti le bon vent de l'enduro à l'époque. Et puis nous voilà partis pour traverser le monde avec un vélo en acier, où c'était vraiment les toutes premières versions. Donc franchement, c'était un peu la galère au début, mais ça a été une super expérience. Moi, j'en ai que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs, parce que j'étais en mode privateur. Forcément, ils pouvaient pas venir avec moi parce que ça aurait été trop coûteux déjà de déplacer qu'un pilote. C'était quand même pas mal. Moi qui parlais absolument pas un mot anglais, et ayant quitté l'école en 4e, tu te doutais bien que c'était galère. Donc heureusement que j'avais avec moi Anne Caro Chausson, il y avait Simon André aussi, Brian Régnier à l'époque, un peu les privateurs qui se déplaçaient sur les courses aussi. Et donc j'ai pas mal bougé, voyagé avec Anne Caro, qui m'a pas mal formé au début et appris un petit peu l'apprentissage du haut niveau, si je puis dire, la vision de la race, comment se préparer, comment attaquer une course en bonne et due forme. Tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'elle t'a appris et de ce qui t'a peut-être marqué le plus? C'est pas évident parce elle me le disait pas clairement, en fait. C'est moi qui observais beaucoup. Elle m'a beaucoup appris à travers, en fait, juste en l'observant, parce que bon, je vais pas te l'apprendre, mais c'est une immense championne. Et beaucoup par sa rigueur, son professionnalisme, son approche de la course, je faisais les recos avec elle aussi, donc comment bien s'arrêter, regarder une ligne, et pourquoi ça va être plus rapide ici que là, tu vois, tous ces petits trucs où forcément elle avait pas besoin de me l'expliquer, mais j'avais compris que forcément si elle s'arrêtait là, c'était pas pour rien, et que c'est qu'il y avait un intérêt. Et voilà, tout ça, plein de trucs, en fait. La nourriture, bien se nourrir, tu vois, plein de petits détails où moi, en tant que touriste, si tu veux, je connaissais pas tout ça, et je débarquais, donc et sans parler de tout le reste, toutes les galères, voilà, quand tu parles pas anglais, donc tous les petits détails qu'il fallait savoir, que moi je savais pas et qu'elle elle pouvait m'expliquer, quoi. Donc sur le pilotage, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez elle? Ouais, sa finesse, quoi. Sa finesse surtout, quoi, sur les lignes, sur les réglages, tu vois, elle savait rapidement te dire si un vélo marchait ou pas, et si un pneu allait bien ou pas, quoi. Donc elle savait te dire direct à telle ou telle course, telle ou telle condition, ce qu'il fallait mettre. Donc même si ce qui est fou, c'est que c'est un peu paradoxal, c'est que tu avais l'impression qu'elle était quand même sûre d'elle, mais il y avait quand même une part de stress chez elle, et toujours tu sais, un peu d'insécurité, de dire putain, est-ce que c'est le bon pneu, mais elle le faisait pas ressortir quand même, tu vois. C'est là où elle était forte, quoi.
Donc j'imagine que tu as quand même gagné beaucoup de temps. Ah ben là, honnêtement, ça a été la folie, quoi. C'est apprendre quand tu débarques, t'imagines, moi je ne savais absolument rien, quoi. Mais quand je te dis rien, c'était pas m'entraîner, alors absolument pas du tout, quoi. Moi, le 30-30, tous ces trucs-là, je connaissais rien. Moi, j'allais sur les courses comme j'arrivais, quoi. J'étais vraiment à l'arrache totale. Et là, quand t'arrives avec des pros comme peut l'être Caro, ben forcément, c'est un avantage phénoménal, quoi. Phénoménal. Donc, c'était une super expérience. Ouais. Combien de temps t'as fait avec elle? Juste une année, parce que l'année d'après, en fait, j'ai été appelé par c'était Gabe à l'époque, le Fox, le manager actuel de chez Canyon, qui était manager pour De Vinci avec Stevie pour le team de DH. Et donc ça a enchaîné on va dire ma vraie carrière pro, parce que c'est là où j'ai commencé à vraiment quitter mon poste de plombier et à gagner vraiment ma vie, quoi. À dire vraiment je peux vivre de ça. Mais on a fait 1 an avec Caro, et après moi j'ai basculé sur un team où là j'étais vraiment c'était structuré, quoi. J'étais encadré, donc j'avais mon mécano. Voilà, c'était un peu plus team pro, comme on peut le voir sur les courses actuelles, quoi. Ouais. Donc et t'arrivais à te débrouiller avec l'anglais? Non, ça j'ai vraiment galéré. Honnêtement, d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment bosser l'anglais, parce que c'est un truc, franchement, ça a été galère. Ça a été galère. J'ai vite progressé. J'ai pas mal galéré la première année avec Caro, Simon et toute la bande, parce que au final je me cachais un peu derrière eux et j'apprenais pas, parce que quand je galérais, c'est eux qui se débrouillaient pour moi et qui parlaient pour moi. Par contre, la première année avec De Vinci, là je me rappelle encore, j'ai débarqué au Chili où mon mécano était anglais, mon manager était anglais, et des bons gars de BC là, avec un bon accent British Columbian là, bien galère à comprendre. Et franchement c'était super dur pour moi, parce que quand tu commences à faire le langage des signes avec le mécano, c'est pas simple, c'est pas simple. Donc petit à petit j'ai appris, hein. Après, quand tu te déplaces 2, 3, 4 semaines avec le team, où c'est vraiment full anglais à la maison, et là, j'ai appris super vite, en fait, hein. En 1 an, je parlais anglais couramment, et c'était trop bien. Mais voilà, si les jeunes parlaient anglais, et n'hésitez pas à apprendre. Maintenant, avec les réseaux et tout, c'est vrai que ça va être un peu plus simple pour eux. Ça parle quand même un peu anglais partout, mais mais nous, chez nous, on parle plus le catalan et l'espagnol que l'anglais, donc c'était pas gagné, ouais. Mais c'est marrant, parce que j'ai l'impression que avec ces expériences-là, t'es arrivé donc sur le tard dans le milieu du vélo, mais par contre t'as appris vite. Ouais, carrément. J'ai appris plein de choses rapidement, et puis c'est impressionnant. Enfin, je retiens, moi, toutes ces années-là, c'est rien que le fait de voyager, que ce soit pour le sport ou autre chose. Moi, j'ai eu la chance de voyager pour le sport, mais c'est tellement enrichissant, ça t'ouvre tellement les yeux sur plein de choses que, putain, je le conseille vraiment à tout le monde, hein. C'est vraiment, ça a été des années exceptionnelles. Ouais, les gars. Et ça allait encore. Regarde, on a Lounandial et je vais courir une Coupe du Monde à 37 ans. Ouais. Bon, on va en parler un peu plus tard de tout ça. Mais du coup, le team de Vinci. Ouais. Tu peux nous parler du setup, des teammates, tout ça? Ouais, honnêtement, super team, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir avec eux. Team assez structuré. Je suis arrivé là où voilà, j'avais déjà un vélo qui fonctionnait, il était déjà bien réglé depuis des années, supporté par SRAM, qui était vraiment c'était à l'époque où Stevie roulait vraiment, il gagnait des coupes du monde de DH, donc SRAM était support du team. Et nous, quand on est arrivé, on était vraiment moi j'ai halluciné quand je suis arrivé là, les premières courses Chili aux US et tout, waouh, j'avais l'impression d'être Jérémy Magraff, quoi. T'arrives là, t'as ton petit sandwich avec ton nom qui est prêt. Tout était tu te dis waouh, c'est la classe, quoi. Et ça, c'était c'était ta deuxième année. Ça, c'était ma première année chez De Vinci. Première année chez De Vinci, mais ta deuxième année sur les Enduro World Series. Exactement, ouais. Juste, pardon, on n'a pas parlé de ça, mais résultat sur première année. Première année, j'avais fini assez loin quand même. J'avais fait quelques top 10, mais je galérais pas mal quand même avec le matos au début, où c'était pas encore folichon, donc il y avait souple, des courses où c'est que c'était souple peut-être.
Non, le vélo, j'avais juste eu une merde à Whistler, pour être honnête avec toi, où c'est que j'avais une vis qui avait pété du vélo, mais c'était le vélo, au final, ça allait pas si mal que ça. Ok. C'était plus tous les composants autour, où on testait pas mal de matos pour des marques, parce que c'était quand même eux qui finançaient la saison, donc j'avoue qu'au début, c'était pas la folie, quoi. Donc ça marchait pas du tonnerre. Ouais. Alors quand je dis souple, hein, c'est pour ceux qui n'auront pas la ref, mais le vélo caminade, c'est le One for All. On va vous mettre les images à l'écran. C'est un vélo en acier. Donc bah forcément l'acier c'est un tout petit peu plus souple que des cadres en alu ou carbone, mais tu nous confirmes donc que c'était quand même un vélo qui marchait, quoi. Ouais, carrément. Après, ça marchait bien, hein, franchement. Et puis l'acier, c'est quand même un super matériel. Hein. Je pense qu'il y a de quoi faire des très bons vélos en acier, vraiment. C'est un petit peu plus lourd, certes, hein, mais voilà, ça a quand même sa place dans le marché, du Gravity, quoi, carrément. Ouais. Et ben on a vu le team Commensal qui a mis des bases en acier sur le vélo de descente, hein, sur le vélo de Pompon et d'Amaury. Ouais. J'ai pas vu s'il l'avait remis cette année. J'ai pas trop regardé ce détail, mais ouais, bien sûr, l'acier c'est. Ah, ça a des bons, il y a quand même des bons retours sur l'acier, ouais. Okay. Sur certaines pistes, je suis sûr que ça ferait là. Okay. Et puis voilà, je trouve ça classe, moi, des beaux vélos en acier ou en titane, voilà, c'est quand même bien sûr. c'est quand même des belles pièces, ouais. Ah, je me suis monté un beau vélo en acier récemment, donc je peux vrai témoigner. Oui, un vélo de dirt. D'accord, un vélo de dirt en acier. J'en ai parlé dans une autre vidéo et je vous remets le lien, voilà, comme ça on l'a. Mais c'est vrai que l'acier c'est quand même un beau matériau, ça se travaille bien, c'est durable. Voilà, c'est ça. Et puis en tant que plombier, tu peux te le modifier comme tu veux. T'avais des outils un peu sur les courses histoire de réparer ton vélo ou non? Non, j'avais ce qu'il fallait pour me dépanner, les vis où on savait qu'il y avait quelques faiblesses sur certains points, mais après non, j'avais pas de. Tu vois, j'ai jamais pété de cadre ou quoi que ce soit, donc c'est que franchement ça tenait, hein. Ça faisait le job, hein. Okay. Ça faisait le job. Bon, revenons à De Vinci. Le setup. Le setup, bon, plutôt top, hein, franchement. Première année, donc full SRAM, le vélo marchait super bien. On faisait des vrais tests. Moi, j'avais jamais connu ça aussi. Où, vraiment, j'allais passer des vrais tests. En plus avec le team de DH, donc tu fais vraiment du vrai testing et tout ça. C'était aussi une belle découverte pour moi. Donc énorme progression pour moi en termes de résultats parce que j'ai découvert un team structuré, un vélo qui marchait vraiment bien. Et ma première année également avec mon entraîneur de toujours, Marc Collomb, qui entraîne Victor aujourd'hui d'ailleurs, Koretsky. Et voilà, ça ce qui a fait vraiment ma progression en 2014 et avec mon titre de vice-champion du monde, c'est ça, c'est un nouveau bike, une nouvelle structure et un entraînement en hiver ultra rigoureux, quoi. Parce que comme je le disais précédemment, moi j'arrivais sur les courses. Je débarquais, je posais la mallette d'outils le vendredi, j'allais sur les courses et en avant, quoi. Donc là, quand j'avais plus les outils à prendre et que je pouvais aller vraiment m'entraîner, faire du foncier, faire du fractionné, faire du quali en fait, forcément ça m'a fait énormément progresser. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a vraiment fait gaper en niveau, en foncier, peut-être physique ou... Ouais, la route, hein, vraiment. C'est parce que c'est un sport que j'affectionnais pas vraiment. Donc, j'ai eu un peu du mal à y passer. Mais Marc m'a un peu forcé la main parce que je manquais énormément de puissance, en fait. Donc, il a fallu que je m'y mette. Hein. Au début, j'y prenais vraiment pas de plaisir. J'avais l'impression tu vois, que c'était mon taf, quoi. Pas comme quand j'allais faire du vélo où j'aurais pu faire du vélo toute la journée, je m'éclatais. Alors que là, la route, c'était un peu plus dur. J'ai appris à aimer maintenant. Okay. Et le plus dur vraiment dans ma carrière ça a toujours été les fractionnés, quoi. Ça c'est un truc où j'ai jamais pu m'y faire, quoi. Je sais que je n'ouvrais jamais mon programme d'entraînement la veille au soir, sinon je dormais pas de la nuit. Tu vois un peu comment ça m'a rendu. C'est-à-dire que Marco, si tu veux, il m'a envoyé mon programme hebdomadaire et jamais j'ouvrais le lundi soir ce que j'avais pour le mardi, parce que je savais que si j'avais une série d'intensité un peu dure, mais j'avais tellement une boule au ventre que en fait, je prenais vraiment pas de plaisir à faire ça, quoi. Pour moi, c'était... Donc, tu le recevais quoi, le mardi matin? Non, je l'ouvrais, moi, chaque tu fois l'ouvrais, pardon. Si tu veux, j'avais mon programme hebdomadaire avec jour par jour. Et si tu veux, j'ouvrais mon jour le jour J, quoi. Parce que je voulais vraiment pas savoir ce qu'il m'avait mis.
Donc des fois c'était chiant parce que tu veux un peu programmer aussi ta journée derrière, mais je savais que je voulais pas savoir ce que j'avais parce que je détestais ça quoi. Ouais. Les intensités c'était vraiment un truc. Peut-être aussi parce que maintenant avec le recul, je travaillais sans capteur de puissance à l'époque, et quand j'ai eu cet outil-là, j'avoue que ça m'a fait aussi progresser. Mais je pense que je me mettais trop la misère en fait quand quand je démarrais. Pour moi, les intensités, ils me mettaient du 30-30 ou même du 3 minutes, tu vois. Et moi, je faisais ça mais à bloc quoi. Et je me fais jusqu'à gerber quoi, tu vois. Et c'était zéro plaisir quoi, tu vois. Je me disais je fais pas du vélo pour faire ça quoi. Même si certes ça va me faire gagner des courses, mais voilà, j'ai pas signé pour ça quoi. Et donc il a fallu être patient et apprendre à travailler pour que ça passe mieux, même si c'est jusqu'aux mes dernières années où je me suis entraîné, ça a toujours été dur. Hein. Ça a été mieux avec l'arrivée du capteur parce que voilà, je me suis aperçu que en fait je faisais mes intensités beaucoup trop hautes comparé à ce que je devrais, par rapport à ma PMA. Mais quand même, malgré ça, c'était pas une partie de plaisir quoi. Si je compare à d'autres athlètes que ça gênait pas plus que ça. Tu vois, moi j'ai toujours préféré qu'ils me mettent 6 heures ou 7 heures de vélo tout seul, sans intensité, plutôt que 1 heure avec 3 blocs d'intensité, tu vois. Okay. Pourtant 6 heures de vélo c'est quand même 6 fois plus, mais je préférais ça que me mettre la misère tout seul comme un con dans une montée. Ça c'était vraiment un truc ma hantise quoi. Mais malgré tout, ça marchait grave, quoi, tu vois. Sans ça, parce que il y a eu des fois où j'ai plus fait, quoi. Mais je voyais que je marchais moins, quoi. Parce que je me disais, je peux pas continuer comme ça, à me faire mal, et donc je vais essayer sans et on verra ce que ça donne. Mais effectivement, ça marchait moins derrière. T'as vraiment vu que sans, c'était mort. Enfin, c'est moins efficace. Forcément, ça, les athlètes, on le fait pas pour rien, hein. Mais j'avoue que, ça, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Je préférais aller faire de la plomberie que des intensités. Vraiment, ouais. Vraiment. Okay. Donc là, tu vois des résultats rapidement cette année-là. Ouais, donc, clairement. Hein, je gagne ma première Coupe du Monde d'ailleurs à la Tuile, avec mon premier podium aussi c'était dans les Alpes. Au pied du Galibier, putain, elle s'appelle comment cette station? Valoir, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est mon premier podium en Coupe du Monde. Et là, j'avais eu des sensations, je m'en souviens encore, quoi. Je sentais que je roulais vite, quoi, et c'était bien, quoi. Tu sais, le moment où tu sens qu'il peut rien t'arriver, que ça va vite, il y a tout qui est aligné, quoi. Et ça a vraiment, ça a été un déclic aussi dans ma carrière, parce que quand j'ai fait ce premier podium, jusqu'à présent, je me disais, putain, c'est quand même, devant, ça roule beaucoup plus vite. Donc, tu peux aller faire des top 10, mais de là, aller claquer des podiums, c'était quand même toujours délicat. Et là, dès ce jour-là, je me suis dit, putain, en fait, c'est possible. Et le week-end d'après, je gagne ma première Coupe du Monde à la Tuile, tu vois. Donc, comme quoi, ça a vraiment été un déclic pour moi, ce podium, dans ma carrière. Ouais. C'est fou parce que cette rapidité à laquelle t'es arrivé au plus haut niveau, enfin, j'ai pas mémoire, ou il y a peut-être des gens qui l'ont fait, mais en tout cas, j'ai pas mémoire, moi, d'avoir vu des gens qui ont presque débarqué en quelque sorte et qui ont fait péter comme tu l'as fait. Bah après, c'était aussi le début du sport, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et après, moi, c'est vrai que je partais de rien aussi, donc forcément le potentiel de progression, il était le delta était assez. Oui, mais il y avait quand même en ces 2 premières années, tous les anciens descendeurs étaient là. Ah oui, non, mais carrément. Après, le niveau était. Tu gagnes une Coupe du Monde à la Tuile, mais il y a qui derrière? Deuxième, c'était Jared, je crois. Ouais. Jared Graves, je crois. Ok. Je crois que c'était lui. Qui est pas un manche, et troisième, je crois que c'est François Baïmètre. Ouais. Ok. Ouais. Le bon vieux Fouet, il me semble. D'accord, ouais. Donc, de mémoire, enfin, contrôlé, mais il me semble que c'était ça. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, donc, enfin, ce que je veux dire, c'est peut-être Justin Leov, je sais plus. Ah mais, ouais. C'était c'était un descendeur dans tous les cas. Chez Yeti aussi, à l'époque? Non, il roulait Trek à l'époque. Ouais. Ok. Il a fait quelques années Trek avec Tracy, Tracy Mosley, ouais. Wow. Ouais. Ok. Et donc grosse année.
Ouais, grosse année, vraiment superbe année. C'était c'est exceptionnel parce qu'en plus j'avais signé qu'une année. Donc pareil, là je suis rentré un peu dans la guerre des contrats où j'ai pas mal de marques qui m'ont appelé. Donc ça c'est pareil, il avait fallu gérer. Je me souviens avoir appelé Caro aussi pour lui demander des conseils parce que moi je débarquais et j'avais été contacté par toutes les plus grosses marques parce que j'étais vice-champion du monde. Il y avait personne sur le marché à ce moment-là. L'enduro qui accélérait grave, le marché de l'enduro qui explosait avec les ventes qui suivaient. Donc il a fallu prendre des décisions et bon personnellement après j'ai voulu écouter le cœur plutôt que l'argent, si je puis dire, et j'ai voulu rester avec De Vinci qui m'ont quand même fait confiance au début et quand j'étais pas connu et qui m'ont on va dire qui m'ont donné ma chance. Donc j'ai dit bon, même s'il y a des plus gros contrats ailleurs, je vais rester avec vous et on va essayer d'écrire l'histoire ensemble. Okay. Et à ce jour, je regrette vraiment pas parce que franchement ça a été une superbe décision. Mais bon, il y a quand même 2-3 nuits où j'ai pas dormi parce que j'avais quand même eu des belles propos et je me suis dit, putain, quand même, t'auras peut-être plus des propos comme ça dans ta carrière mais voilà, aucun regret, vraiment. Okay. Je préfère avoir un peu moins, mais me sentir comme à la maison, avoir des produits que je connaissais bien et continuer comme ça. Ouais. Et quand on suit des gens comme Johan Barelli, par exemple, on voit qu'ils y sont bien. Enfin, il se sent bien avec eux, il développe des trucs, c'est un peu une petite famille, les vélos sont faits là-bas, c'est cool quoi. Ah oui, carrément, vraiment, c'est une belle petite entreprise à Chicoutimi, pas loin au Québec, c'est une belle société honnêtement. Les vélos sont effectivement fabriqués là-bas avec du bon aluminium canadien qui va bien, qui casse pas. Donc non, c'est vraiment une belle entreprise. T'avais qui comme coéquipier dans le team Il y avait Théo Galli la première année. Après on avait un Américain avec nous aussi, Mason Bond. Pas très connu internationalement, mais un bon coureur aux US à l'époque. Qui c'est que j'ai eu d'autres j'ai eu quelques teammates quand même. J'ai eu Keegan Wright, un Neo Z qui roulait pas mal. Il avait gagné à Rotorua une année. Il avait gagné les Crankworks aussi en pump track. Il était plutôt un très bon rider, très bon rider. Par contre, zéro rigueur et trop fêtard pour performer, mais un très bon potentiel. Ouais. Et t'étais avec Stevie Smith? Ouais, Stevie. Bon là c'était la partie descente, donc il y avait Stevie et Mark Wallace, le petit jeune. Qui c'est qu'il y a eu d'autres? Il y avait Bragi avec nous, qui est complètement Bragi Vestavik. Ouais, carrément. Putain, c'était un bon fait. Il débarquait, je me souviens, il avait 15 ans à Whistler. Il savait même pas faire des œufs au plat. Putain, c'était un bon phénomène. Il passait ses journées sur le canapé et sur Instagram, quoi. Il était assez rigolo, Bragi. Ouais. Il a pas trop mal tourné, lui. Ouais, non, bon, maintenant, c'est un bon freerider norvégien, là. C'est un très gentil garçon, mais il s'imaginait faire quand même carrière en DH, c'était vraiment son truc. Mais ce qu'il fait maintenant, je trouve ça cool et ça lui ressemble aussi, donc. Oui. Mais en tout cas, belle équipe. Il y avait un bon spirit dans le team. C'était cool. C'était très très cool. Ok. Très très cool. C'est quoi la suite Ça a pas mal continué avec eux. J'ai re-signé du coup pour 3 ans avec eux. Donc j'avais un contrat de 3 ans que j'ai reconduit après pour 2 ans de plus. Donc j'avais fait quand même quasiment c'est 6 ans j'ai fait avec eux. Donc belle évolution. J'ai pas mal bossé sur les vélos aussi avec eux. Donc c'était plutôt cool. On arrivait à avoir des vélos qu'on voulait. Donc non, vraiment très très belle expérience chez De Vinci. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui t'a fait switcher après? Switcher, j'avais envie de changer un petit peu. De Vinci aussi prenait un peu notre tournant. Ils savaient plus trop s'ils voulaient continuer sur les Coupes du Monde. D'ailleurs, ils ont arrêté 2 ans après que je sois parti. Voilà, c'était un peu ambigu. Il y avait quand même beaucoup de courses aussi en Europe pour eux, donc je pense que c'était un peu dur. Je sais, j'ai pas toutes les réponses, mais moi déjà j'avais envie aussi de changer parce que j'avais vraiment
rien connu d'autre. Et eux, je sentais aussi que ça allait s'arrêter, donc voilà, j'ai pris un autre chemin. Ok, je donc pense t'as que senti le truc venir. peu de ventes en Europe aussi pour eux, donc Ok. je pense que moi aussi j'étais là pour ça. Je pense qu'ils ont pris des Européens pas pour rien. Hein. On est quand même là pour essayer de faire montrer des vélos et de les faire vendre, donc voilà, il y a tout ça qui a fait que on s'est séparés, mais en très bon terme. Hein, on s'appelle encore et ça se passe très bien avec eux. Hein. À part cette année 2014 t'as tout fait péter, est-ce que t'as d'autres années où vraiment tu gardes des souvenirs incroyables ou des résultats de fou? Ouais, il y en a plein. Hein. Ma première victoire à la Méga, tu vois, ça j'étais super content parce que la Méga, ça c'est pas une coupe du monde, mais ça reste une course quand même qui est folle, quoi. Tu vois, quand tu débarques, moi quand j'ai commencé le vélo et que je voyais ces 2000 Mongoliens là partir d'un glacier, le premier arrivé en bas à gagner, je me disais waouh, ils sont badass ces mecs. Il faudra que j'essaie ça un jour, quoi, tu vois. Et c'était quand même à des années-lumière de me dire, tu vois, je vais la gagner un jour parce que c'est pareil, il faut quand même beaucoup d'aptitudes et physique et technique et surtout une part de chance, mais monumentale à la Méga. C'est vraiment la course où moi, il m'en a fallu 5 pour arriver en bas, tu vois. Ma 5e Méga, je suis arrivé en bas, pas avant, quoi. Donc à chaque fois, tu sais, c'était vraiment le petit fougueux qui dit putain, il faut bien starter pour être devant, mais à chaque fois, j'étais dans la chute qu'il faut pas, quoi. Donc tu te relèves, t'as la tige de selle, le levier ou la roue cassée, quoi. Donc forcément, tu vas pas en bas. Et petit à petit, avec l'expérience, t'apprends à observer un petit peu comment font les Absalon, les Widaber et tous ces petits chenapans là pour essayer de faire comme eux et d'en prendre de la graine. Hein. Et petit à petit, ça a matché. Et donc ça m'avait bien marqué cette première victoire à la Méga. Quelle année? Oh, tu me poses une colle, je sais rien. Okay. Ça m'a marqué, mais je me rappelle pas de l'année. Ouais, je sais plus. Ça devait être 2015, je pense. Par là, ouais. Bah, si ta première Méga, c'était 2009, ouais. Ouais, du coup. 2014, et puis, j'y allais chaque année et j'y vais encore. Tu vois, je vais courir cette année encore avec le nouveau Rallon parce que c'est vraiment une course que j'affectionne. Je prends du plaisir à y aller en famille, à profiter des trails. L'après-midi, je vais faire du vélo avec ma fille. Voilà, il y a plein d'activités. C'est la course à faire entre amis et prendre du plaisir, quoi. C'est marrant parce que pour en avoir fait quelques-unes des mégas, moi je suis issu du circuit Méga Avalanche, on va dire. Moi j'ai fait une course d'enduro. Ok. Ouais. Mais par contre j'ai fait 7 Méga Avalanche. D'accord. Et moi j'en garde un souvenir incroyable. Et c'est marrant parce que ce format-là a pas trop évolué. Le format Méga Avalanche. Le format enduro, lui, il a suivi plein d'évolutions. Mais ça reste quand même, la Méga, un incontournable. Carrément, ouais, vraiment. C'est mythique, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour mettre un point sur ce que tu viens de dire, sur le fait que ça a pas trop évolué, c'est assez fou parce que moi vraiment j'aurais misé sur ça, quoi. Même médiatiquement parlant, je trouve qu'il y aurait tellement à faire avec des courses comme ça. Déjà en tant que coureur, le fait c'est peut-être mon passif de motard, mais le fait de te tirer la bourre avec les copains, de voir où c'est qui sont meilleurs, d'essayer de grappiller, de faire des inters, je trouve qu'il y a plus d'engouement et c'est plus attractif même pour le téléspectateur, quoi. Donc je comprends pas qu'il y ait pas des Red Bull ou des grosses structures qui soient arrivées en disant putain, on veut faire un championnat de méga, quoi. Il y a un truc où tout le monde est présent et pour moi ça aurait marché. Hein. Ouais. J'ai posté une vidéo de la méga, je me rappelle encore parce que le boss de chez De Vinci m'avait tapé sur les doigts à l'époque. C'était pas ma première victoire, mais c'était l'une de mes victoires. Je gagne, je mets la POV de ma truc, mais bon, moi je suis pas un expert, je suis pas aussi bon que toi sur le montage des vidéos, donc moi je poste ça comme ça, je importer, upload, tag sur YouTube, et elle a fait, je crois qu'on a 19 millions de vues. Et j'ai même pas mis le logo de Vinci, rien, quoi, tu vois. Donc je m'étais fait un peu taper sur les doigts, mais tout ça pour dire que tu vois, ça plaît, quoi. Le fait de partir sur la neige, il y a un public pour ça et on n'a jamais réussi à
aller vraiment capter ce public-là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, c'est les lieux peut-être aussi, quoi. Peut-être, Parce ouais, que, je sais pas. Si mine de rien, les lieux sur lesquels tu pratiques, partir du haut d'un glacier et finir en bas dans la vallée, bon bah t'as l'Alpe d'Huez, t'as les deux Alpes, mais bon du coup les deux Alpes c'est pris. T'as la Réunion derrière quand même. Ouais, mais je pense qu'il y aurait de quoi faire un petit championnat de 4-5 manches, même si c'est un peu plus court, tu vois, mais un truc un peu plus filmable aussi, tu vois, parce que c'est toujours ça aussi. Si tu vois que le départ et l'arrivée, tu les perds un peu les gens. Donc, trouver un truc qui soit peut-être sur une durée de 10-15 minutes, mais ultra cool, ultra rapide, un truc qui soit sympa à regarder, quoi. Donc là, tu gagnes la méga. Combien de fois tu l'as gagné? Je l'ai gagné 4 fois. 4 fois. Ah. Mais il y en a qui m'ont pas. En fait, il y a eu des half méga. Rémi Absalon, si tu m'entends, il m'appelait half mégaman, ce salopard. Il y a eu des années où en fait, si les conditions sont pas assez bonnes, que voilà, qu'il y a de l'orage ou qu'il y a trop de vent, il nous faisait partir en bas du glacier, quoi, en fait, ou de la qualif. Oui. Et j'en ai gagné 2 des comme ça. Qui d'ailleurs personnellement et en tant que rider, je les ai trouvés beaucoup plus durs que les autres parce qu'il y avait encore plus de bagarres, quoi. Tu vois, le glacier, ça écrème quand même pas mal de compétitivité. Donc là, pour le coup, c'était dur tout le temps et jusqu'en bas, quoi. Donc le glacier, il étire, quoi. Le glacier, il étire, puis tu rentres dans ce sentier, si t'es pas bien placé, ça étire vachement. Quand tu pars de la qualif, tu peux tout le temps doubler, donc les bons, ils sont toujours là et ils te lâchent pas, quoi. Donc ça a été les 2 qui sont partis de plus bas, ça a été mes deux victoires les plus difficiles. Plus dur, carrément. Et du glacier, j'en ai gagné 2, donc ça fait 4 et une à la Réunion. Ouais. La Réunion bien aussi quand même. La Réunion, c'est c'est vraiment je suis pas des plus fans du parcours, mais par contre vraiment de tout l'esprit et la course j'ai beaucoup aimé. Après c'est très très physique, donc il faut vraiment être prêt, et c'est vrai que comme je suis un bon compétiteur, en décembre t'as plutôt envie de t'entraîner, et quand t'arrives là-bas c'est plutôt en mode mojito et claquette, donc quand tu dois te faire mal c'est moins rigolo. Par contre tous les à côté de la méga de la Réunion sont juste exceptionnels, quoi. C'est vraiment juste le lieu, quoi. C'est l'île, elle est vraiment si vous voulez des belles vacances, du bon ride et des paysages à couper le souffle, vraiment allez-y, c'est paradisiaque, quoi. Mi-novembre, méga avalanche. Bon, après vous pouvez y aller tout l'hiver, hein, c'est cool. Ouais, tout l'hiver, ouais. Et en plus quand tu gagnes la méga, t'as la chance d'avoir le billet inclus dedans, donc c'est plutôt pas mal. C'est clair. Je me le suis loupé 3 fois, moi, d'ailleurs, pour la petite histoire. Ma fille est née le 1er décembre, et mes 3 premières mégas que j'ai gagnées, j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu. La première année, ma femme était sur le point d'accoucher, donc il valait mieux pas que je m'en aille parce que je voulais pas louper ça. Quand même. La deuxième année, c'était les 1 an de la petite, et elle était trop petite, donc j'ai pas voulu partir avec elle et tout. Ça faisait un long voyage. La deuxième année, pareil, et donc on est parti pour ces 3 ans. Là. Ok, bon, ça va. L'honneur est sauf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, tu gagnes 4 mégas. La suite, enfin le reste de la carrière. Alors, je sais pas, de quoi t'es le plus fier sur ce reste de carrière, on va dire. Ouais, fier. Ben voilà, les premières victoires en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qui marque vraiment. Ouais, et le parcours, quoi. En fait, je suis fier d'avoir accompli, voilà, le fait d'avoir réussi ce petit objectif que je m'étais fixé, de faire ce que j'avais envie de faire, quoi, d'aimer le ride, d'aimer le vélo, et de progresser dans ce que j'aimais faire, quoi. Après, voilà, comme je te disais, c'était pas, c'est bizarre de dire ça, mais c'était pas un rêve, quoi, tu vois. C'est ça qui est marrant chez moi, c'est que c'était mon goal, mais c'était pas mon rêve. Tu vois, j'ai jamais rêvé d'être mountain bike pro rider, quoi, tu vois. C'est pas un truc où j'ai dit voilà, de petit, je rêve d'être. Par contre, quand j'ai été dedans, voilà, j'avais cet objectif, et j'ai dit par contre, je m'entraîne, je veux être champion du monde, quoi. J'ai pas réussi à l'être, malheureusement, mais je m'en suis approché plusieurs fois très près. Ouais. Bon, quand tu gagnes la méga, c'est pas que t'es champion du monde, mais bon, t'as le niveau quand même. T'es au top, quoi.
Oui, bien sûr. Après, il y a plein de la méga. C'est vrai que c'est une course où il faut être solide, surtout physiquement. C'est vrai que les aptitudes physiques quand tu arrives à l'Alpe d'Huez là, qu'il faut attaquer la bosse. T'as intérêt d'avoir des chevaux et une bonne une bonne VO2 max, parce que là, elle fait mal. Ouais. Donc parle-nous du switch Orbea. T'arrives chez cette marque qui Orbea qui a pas toujours été une marque hyper cool, qui a pas toujours été une marque hyper désirable. Et on a derrière toi le vélo, le Ryan, qui aujourd'hui est un des vélos les plus quand même sexy. Tu peux nous parler de justement ton arrivée, comment tu percevais la marque, comment tu percevais, comment t'as été intégré, et comment tout ça s'est passé. Ouais, Marc, quand je suis arrivé, et même un petit peu avant moi, être très racé, si je puis dire, mais du côté cross-country et route, quoi. Ils avaient cette image et cette politique-là, et vraiment cette vision du marché-là. En Europe, c'était la folie, quoi. Tout le monde voulait du Alma, du Oise et du Orca, qui est le vélo de route, et très peu de Gravity, quoi. C'était pas du tout leur vision. Donc mon arrivée en 2020, c'est plutôt bien passé, honnêtement. Ça j'ai beaucoup aimé l'entreprise, tu vois. C'est une coopérative, donc c'est quand même quelque chose qui se ressent beaucoup quand tu arrives là-bas. En 5 ans, donc ça a énormément grandi. Ils sont passés je crois, de 400 à 1000 personnes assez rapidement, et les chiffres en disent pareil. Donc coopérative, c'est qu'en fait, l'entreprise est détenue par les employés. Exactement. Et ça, c'est assez surprenant. Il n'y a pas d'actionnaire encore à date, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que tout le monde est un peu décisionnaire, et tu peux avoir le mec qui a la chaîne de montage qui peut venir dire quelque chose et qui se fera entendre comme le boss. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être qui est, je trouve unique. Unique, ouais. Bon, je pense ça l'est il doit y avoir d'autres coopératives. J'ai pas de nom en tête, mais je pense qu'il y a d'autres coopératives. Dans l'industrie du vélo. Ouais, dans l'industrie du vélo, ouais, c'est vrai que des sociétés qui font autant de millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense qu'il y en a pas. Donc ça, c'était plutôt agréable quand je suis arrivé. J'ai senti que j'étais écouté quand je voulais faire bouger les choses, que ce soit sur les vélos ou ou sur tout ce qu'il y avait à faire bouger dans le team. Donc très belle arrivée, très bon accueil, vraiment très content. Peu de pression, tu vois. Je venais de me péter le dos. C'était l'année où j'ai eu une très mauvaise période là en 2018 ou 2019, où j'étais en train de m'entraîner avec Rémi Absalon dans les Vosges, et j'ai fait une mauvaise chute et je me suis cassé le dos, et donc ça a été forcément ça a été long de revenir, de retrouver le niveau. T'arrives avec une nouvelle marque en plus, donc ça a été une période assez difficile, mais ils m'ont accueilli les bras ouverts, et je me suis de suite senti à la maison. Okay. Donc j'étais peut-être un peu perdu. Non, pas du tout. Non. Mais en fait, moi, je voulais vraiment tu me dises comment t'es arrivé à Orbea, le contexte. Effectivement, tu me parles tu t'es cassé le dos. T'arrives, pas beaucoup d'attentes, pas beaucoup de pression. C'est quoi, du coup, quels objectifs tu t'avais? Ah moi, je voulais vraiment gagner, quoi. Je sentais que je pense que c'est l'année où je me suis le plus préparé, cette année-là, la transition entre 2019 et 2020, là. J'avais fait, je voulais vraiment revenir, et je sentais que j'étais quand même fin de carrière, donc j'avais re-signé 2 ans. Et dans ces 2 années-là, je voulais vraiment performer et faire ce qu'il faut pour gagner, quoi. Et là, le Covid est arrivé, quoi. Putain, ouais. Ça, je m'en rappelle encore. Oui. Ça a été une sale période aussi, parce que Primoz, le manager de chez Orbea, m'avait appelé à l'époque, une semaine avant de partir. C'était Chili ou Colombie, je crois. On partait en Amérique du Sud. Moi, je me souviens encore, j'étais affûté, quoi. Je m'étais vraiment bien préparé. Très bel hiver où, tu sais, t'as pas de petits bobos, tout est calé. Tu sens qu'il y a plus qu'à. J'étais prêt, vélo bien réglé. Et là, il m'appelle, il me dit, non, on va pas partir parce que il commence à bloquer les frontières là au Chili et Colombie, donc si on part, il y a des risques pour pas qu'on revienne de suite, et donc on a pris la décision de pas partir, quoi. Pas y aller. Ouais.
Et on a bien fait d'ailleurs parce que la course a été annulée peu de jours après. Mais en tout cas, moi, en tant qu'athlète, j'arrivais de 7 ou 8 mois de convalescence, une prépa de ouf, et on te dit, eh ben là non, t'es prêt, mais tu vas pas courir, mon gars. Ouais, j'ai pris un sacré coup au moral. Ok. En fait, j'avais plus envie de faire de vélo, quoi. Quand il m'a dit ça, c'est comme si je m'étais reblessé, quoi, tu vois. Ah ouais. Vraiment, je me suis dit, putain, mais tout ça, tous ces sacrifices que j'ai fait là cet hiver, ça part en fumée, quoi, tu vois. Et donc ouais, coup dur. Donc il a fallu se relever. J'ai repris le vélo au moins, ouais, je pense 1 mois et demi après. D'ailleurs, au début on n'avait pas le droit de rouler aussi, donc ça m'arrangeait bien pour le confinement. Mais ouais, sale période ça. Ce Covid là pour les athlètes, ça a pas été rigolo. Ouais. Et quand la première course, du coup, la première course où tu as pu retourner? La première course, après ils en ont annulé une autre. Je crois que c'est la manche française qu'ils avaient annulée. Et je crois qu'on est revenu, je sais pas si on n'était pas revenu sur Zermatt ou Okay. ouais, bonne question. Ouais, c'est une course dans les Alpes, du coup en Europe, ouais. Et là c'était retour à la compétition. Et du coup, ouais, j'avais pas mal galéré, hein, nouveau vélo. Je me souviens des conditions assez dantesques là-bas sur Zermatt, dans la neige au départ. La boue, c'était pas mon dada quand même. Ouais. Venant de Perpignan, j'étais pas le plus à l'aise dans ces conditions-là. Donc, le début, ouais, loin de mes espérances quand même. Ok. Ouais, carrément. Et la suite de tout ça? Ben, suite de tout ça, ça a plutôt bien marché. Après, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais quand même. Tu vois, j'ai pas réussi à retrouver le niveau que j'avais avant. Est-ce que c'est le vélo? Est-ce que c'est moi, je pense que c'est plus moi mentalement où j'avais quand même beaucoup de mal à retrouver de la vitesse, tu vois. J'ai beaucoup pensé à ma blessure, hein, quand même. Ça m'a pas mal chamboulé, tu vois, le fait de bien me faire mal comme ça. J'y pensais en fait quand je roulais, quoi. Et j'arrivais pas à me détacher de ça, donc ça a été long. Hein. À cette époque-là, t'avais un prep mental ou pas? J'ai essayé un prep mental, ouais, qui est de par chez moi, qui est très bon d'ailleurs, que je salue, Benjamin. Mais ça marchait pas avec moi en fait. La prépa mentale, c'est vrai que encore une fois, je sortais de ce côté plaisir en fait avant tout, et dès que je mettais en fait tout ce fonctionnement qu'on bossait sur les épreuves, sur les courses, je me perdais en fait. D'accord. Je savais plus vraiment pourquoi j'étais là, et je perdais ce côté plaisir, fun de pourquoi j'avais démarré le vélo en fait, quoi. Et donc j'ai décidé de bâcher la prépa mentale et de revenir aux sources, et de rouler pour le fun, et voilà, plaisir avant tout, quoi. Ouais. Ouais. Donc 2020, année un peu blanche. Ouais. 2021 jolie année dans l'ensemble. Je faisais quand même quelques belles courses. J'arrivais toujours pas à gagner, mais je gagne la méga. Je fais quelques belles perfs. C'est cette année-là qu'on sort le nouveau rallon. Non, je crois que c'est 2022. Ouais, c'est 2022. Donc 2021 année assez simple. Pas de rien à déclarer. Ouais, pas de folie. Bon, une méga quand même, donc c'est pas rien, mais ouais, pas de folie, quoi. Ok. Pas de folie. Je me souviens plus quelle année tu décides de faire peut-être un tout petit peu moins de courses. 2000, un peu les années Covid là, moi ça m'a pas mal chamboulé, comme je te disais. C'est bon, il y a eu cette blessure, il y a eu l'enduro qui prenait un petit peu un autre chemin aussi, tu vois, où je me reconnaissais plus trop sur les courses. On avait des courses plus vraiment d'enduro à mes yeux, tu vois. On faisait plus vraiment de vélo. C'était plus que moi j'imaginais et plus que j'aimais. Donc tout ça a fait qu'en 2022, j'ai décidé d'arrêter ma carrière suite à tout ça, quoi, de dire bon, je prends plus de plaisir à faire ce que je fais. J'avais encore d'ailleurs un an de contrat, donc ça a été une
une lourde décision parce que c'était quand même des beaux contrats, il y avait quand même de l'argent à la clé. Donc quand tu te dis ben si j'arrête de faire ça, qu'est-ce que je vais faire après? Même si j'avais quand même un métier à l'époque, c'était à des années-lumière de ce que je pouvais gagner avec le vélo. Donc tout ça, ouais, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé d'arrêter fin 2022 en Écosse d'ailleurs, ma dernière course en Écosse il y a 3 ans maintenant. Donc Ok. et de prendre un autre chemin. J'avais ma fille qui grandissait aussi, qui commençait à me faire sentir que son papa lui manquait, quoi. Tu vois, c'est jusqu'à ces 3 ans, elle me le faisait pas vraiment ressentir parce elle était petite, hein. C'était un petit bout de chou, quoi. Mais à partir des 3 ans, les longs déplacements, quand tu commençais à partir Tasmanie, Nouvelle-Zélande, 4, 5 semaines, ben voilà. Quand j'essayais de l'appeler, ouais, elle me faisait comprendre que si papa il voulait lui parler, il fallait qu'il aille à la maison, quoi. D'accord. Et ouais, enfin voilà, plein de signes de la vie qui ont fait que j'ai pris voilà un autre chemin. Ouais. Et puis pour basculer sur autre chose, Orbea m'a proposé aussi un truc, une collab en fait en tant qu'ambassadeur et développer les produits avec eux parce que voilà, ils kiffaient plutôt les retours que je leur faisais sur les vélos. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai dit ben ok, je bâche, Le j'arrête switch. là, Ok. j'arrête là la compétition. Ouais. Il me tardait d'arrêter les fractionnés aussi. On a senti ça. C'est ça. Et si on revient un petit peu sur l'évolution de l'enduro et ce qui t'a moins plu, et on fera après un pont sur sur le aujourd'hui, mais qu'est-ce qui te plaisait moins dans l'enduro? Bah, c'était tout ce micmac là déjà de toute cette ambiguïté qu'il y avait déjà sur les shuttles, exemple, tu vois, si c'est le premier qui me vient là maintenant, mais il y en a eu plein d'autres, mais les shuttles, c'était oui, non, sur les routes t'as le droit, t'as pas le droit, alors qu'avant c'était putain on fait tout à vélo et puis c'est tout quoi. On a un parcours de 40 bornes à faire samedi, ben on reconnaît les 40 bornes à vélo, et puis je veux dire, en plus on est quand même des athlètes, on fait tous 20 heures de vélo par semaine et il fallait toujours que y ait oui, mais sur les routes on a le droit, du coup tout ça moi ça me Pour fatigue préciser, en fait. pardon, mais pour ceux qui ont pas le mémo, l'idée c'était de dire que sur les courses d'enduro, on pouvait remonter certaines liaisons Tout à fait. avec des shuttles, Avec une donc avec navette, un véhicule, un véhicule, ouais. voilà, pour éviter d'avoir tout à pédaler, et que c'était donc pas clair sur, au fait, sur lesquels on pouvait, qui faisait, ou... Bah, c'est ça. Déjà, il fallait avoir une team qui puisse te permettre de faire ça. Donc, tous les privateurs n'avaient pas. Bon, ça, à la limite, c'est la loi du plus fort, mais voilà. Et le fait de plus vraiment faire de vélo, quoi. Pour moi, le mot endurance n'avait plus lieu, quoi, tu vois. Et ça, je trouvais ça dur. On pouvait plus faire de vélo, quoi. Enfin, on en faisait, mais voilà, je trouvais ça moins, du moins à mon goût que dans les années précédentes, quoi. Donc je prenais pas autant de plaisir. On avait des courses où on faisait très peu de dénivelé, quoi. Ça je comprenais pas. C'était voilà, c'était tout en lift, il y avait pas forcément besoin de vélo d'enduro, quoi. Qui se rapprochait donc plus de la descente, en fait. Ouais, plus de la descente, ouais, carrément. Donc tu m'as parlé tout à l'heure en off aussi de pratiques de la part de certains athlètes qui étaient contestables. On parle de dopage. ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton observation de la présence du dopage en enduro? Qu'est-ce que tu as observé et est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Ouais, moi je pensais pas qu'il puisse y avoir de dopage dans le monde du vélo. Pour moi, c'était vrai que c'était plutôt les sports les sports à forte demande physique, tu vois, plutôt la route ou les sports le cross-country, tous ces sports où il faut être vraiment solide sur une longue durée. Et donc voilà, moi un bon naïf que je suis, je me suis jamais dit que quelqu'un pouvait se doper qui que ce soit dans le monde du vélo, même s'il y avait eu on en a parlé en off des doutes sur Richie lors de son dépassement sur moi-même
à La Tuila où il m'avait doublé dans une montée. Je sais pas si t'as vu la vidéo, mais en gros j'étais, voilà, on avait une longue spéciale alpine à La Tuila et en fait il m'a dépassé dans une montée où pourtant j'avais moi de bonnes sensations physiques et techniques, donc je me sentais plutôt bien ce jour-là. Et là, d'un coup, j'ai senti un spécimen me doubler sur la, je m'en souviens encore, tu vois, sur la droite avec la roue arrière qui faisait tellement il y avait de puissance sur les pédales. Et voilà, j'ai pris un coup moral, quoi. Je me suis dit, putain, merde, en fait, t'es collé, t'as pas du tout la vitesse, quoi. Et arrivé en bas, je me suis aperçu que j'avais le deuxième temps scratch et que j'avais plutôt bien roulé. Et là, je me suis dit, waouh, putain, le garçon, il est quand même sur une autre planète, quoi. C'est vraiment autre chose. Mais pour moi, j'ai jamais eu une suspicion de dopage sur le garçon en question à aucun moment parce que voilà, je pensais pas que ça puisse avoir lieu, quoi. Et donc bon, malheureusement, on a su plus tard qu'il y avait eu, mais voilà, c'est malheureusement le sport. Après, si tu veux savoir comment je l'ai vécu personnellement, ça a été un coup dur quand je l'ai appris vraiment parce que moi après ça, ben je me suis dit qu'il fallait travailler encore plus en fait. Je me suis dit que ben s'il fallait être plus costaud physiquement, ben il fallait travailler plus et être encore meilleur. Mais bon, malgré tout, j'ai jamais réussi quand même à être plus fort que lui. Si sur certaines manches, oui, mais pas toutes, loin de là. Ouais. Et quelques années plus tard, ben on a appris que enfin, il a été contrôlé positif à la manche française de haut largue, hein. Donc lui et Jared d'ailleurs, hein. Donc là, je te cache pas que vraiment, moi, j'ai pris un coup au moral, mais c'était c'était assez solide, quoi. Ça m'a flingué le moral, quoi, parce que quand tu te bats et que tu travailles dur pour essayer de battre, c'était quand même mon concurrent enfin, ça a été le gars qui m'a battu quasiment toute ma carrière, quoi. Moi, j'ai fait 3 fois second, donc 3 fois vice-champion du monde, une fois derrière lui, une fois derrière Jared et une fois derrière Sam Hill. Donc, et là, je m'aperçois que les deux gars qui ont fait champion du monde devant moi les 2 années précédentes, bah, ils se retrouvent contrôlés positifs. Et là, t'as le ciel qui s'écroule devant toi, quoi. Tu sais, putain, mais waouh, pourquoi ils ont fait ça, quoi. Ouais. Même si ça n'enlève en rien le talent qu'ils ont, hein. Attention, hein, ça reste des personnes très talentueuses, hein, des riders qui excellent, hein. Mais quand t'apprends ça en tant que compétiteur, ouais, waouh, c'est hardcore, quoi. J'ai eu vraiment du mal à l'avaler, quoi. D'ailleurs, j'ai vraiment coupé les ponts, quoi. Tu vois, j'ai dit, moi, je veux plus jamais lui parler, quoi. Tu vois, j'ai jamais voulu rien avoir en retour ni quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai dit, c'est vraiment niette, quoi. T'as triché, pour moi, c'est terminé, quoi. Même si ça peut être, apparemment, il aurait bu dans le bidon d'un de ses copains, ou je sais plus ce qui était sorti comme histoire, mais voilà, c'était niette pour moi, quoi. Ok. Quand alors, ma première question, c'est, tu dis, on s'attendait pas, mais l'enduro, c'est un sport hyper physique, d'endurance. Et je pense que les athlètes comme toi ont pas énormément de choses à envier aux athlètes qui font des efforts tu vois, de cyclisme. Est-ce que on pouvait vraiment pas s'y attendre? Ouais, je pense que je me suis mal exprimé. Je pense que je pouvais pas m'y attendre, parce que c'est vrai qu'en étant, on en a parlé au début de l'interview, mais j'étais, voilà, novice dans le monde du sport en général. Donc pour moi, voilà, je ne savais même pas que ça pouvait exister, quoi, tu vois. À part comme tous les, on va dire tous les Français, il y a que les cyclistes du Tour de France qui se dopent, mais en fait, quand tu creuses un peu, le cyclisme sur route, c'est l'un des sports, voilà, les plus contrôlés et où il y a le moins de dopés. Mais moi, voilà, je pensais pas que dans l'enduro, il puisse y avoir des personnes qui se dopent. Mais en fait, ça se dope dans tous les sports, quoi. Et même les courses de quartier, quoi. Donc après, j'ai appris ça, tu vois, mais quand j'ai débarqué, non, je pensais pas que c'était possible, en fait.
Et là, ben ouais, forcément, tu tombes de 3 étages hein, quand ça t'arrive. Et en plus, ça t'arrive à toi, quoi. Quand ça t'arrive à toi, ouais. Ouais. Ok. Donc là, à partir de là, est-ce que c'est un peu donc ça qui te fait gentiment, enfin, qui te donne l'envie d'arrêter? Non, à ce moment-là, non, j'ai beaucoup de colère et ouais, surtout de la colère, quoi. De la colère parce que tu te dis putain, mais ouais, en fait, enfin, tu pouvais travailler autant que tu voulais. C'est sûr que si tu te bats pas avec les mêmes armes, tu peux travailler tant que tu veux, tu gagneras jamais, quoi. Okay. Donc j'ai eu d'abord ce sentiment-là, même si c'est peut-être un sentiment faussé parce que ça reste, comme je le disais, d'excellents athlètes et peut-être que si c'était pas dopé, ils auraient quand même été meilleurs. Mais j'ai quand même eu ce sentiment-là de voilà, j'étais dégoûté, désolé, ouais, vraiment, vraiment déçu, quoi. Ouais. Ouais. Et après, non, j'ai quand même rebondi. Ouais, j'ai eu un coup dur, mais j'ai rebondi. J'ai quand même eu envie de m'entraîner et de continuer à performer quand même. Non, mais, C'est le moment de vous adresser un rapide message juste avant de reprendre l'épisode. Quand je lis vos commentaires et vos messages, vous me dites à quel point vous aimez En roue libre, que les épisodes vous accompagnent dans votre quotidien, qu'ils vous donnent envie de remonter sur un vélo. Ça me rappelle pourquoi je m'investis autant dans ce podcast. C'est pour partager ensemble cette passion du vélo. Mais pour continuer et faire vivre En roue libre et développer le podcast, j'ai un peu besoin de vous. Si vous aimez En roue libre, si ces épisodes vous inspirent, qu'ils vous apprennent quelque chose ou simplement vous font passer un bon moment, prenez quelques secondes pour vous abonner sur YouTube ou votre appli d'écoute préférée. C'est gratuit, c'est simple, mais ça change tout. Ça me permet de convaincre des invités, de fédérer des sponsors et de continuer à faire évoluer ce podcast avec vous et pour vous. Si vous faites ça, je vous promets que je vais continuer à travailler dur pour vous proposer les invités et les histoires que vous avez envie d'entendre. Merci pour votre soutien. Retour à l'épisode. Donc 2022, tu montes le shop? 2022, j'ai le projet du shop en 2022, ouais. Ouais. Donc en fait, quand je décide d'arrêter ma carrière sportive, j'ai ce projet-là qui me turlupine depuis quelques temps. Et avec un ami à moi qui s'appelle Vincent, qui a déjà des magasins, on décide de lancer un projet sur Perpignan, un projet de magasin de vélo. Et voilà, et ce projet démarre en 2022 et j'ouvre le magasin en mai 2023. Ok. Tu peux nous parler un peu de cette expérience, justement, d'ouvrir un magasin, Mais sacrée expérience, hein. Ouais. Franchement, déjà, sans parler d'ouvrir un magasin, l'expérience d'entrepreneuriat, tu vois, ça déjà, c'est assez impressionnant, tu vois. Donc, quand t'as jamais fait, t'as pas fait d'études, tu vois, tout ça, gestion des équipes, le management, la gestion des achats, la compta, tout ça. Donc, quand t'arrives là, t'es un peu dépassé, un peu sous l'eau. Comment tu te formes? Bah, sur le tas, quoi. Heureusement que j'ai Vincent avec moi qui lui a déjà de l'expérience et qui a pu m'épauler là-dessus avec ses équipes. Mais quand même, il faut y être et c'est moi en tout cas, je me forme sur le tas, sur le terrain. Mais sacrée expérience, ouais. Vraiment surtout que c'est une création de magasin, tu vois, c'est pas une reprise, donc il a vraiment fallu tout faire. Donc j'ai même dû faire la plomberie, tu vois, un peu. Ah bah, voilà. Plomberie, climatisation, j'ai tout géré, ouais. J'ai ressorti la caisse à outils. Mais super expérience, vraiment belle expérience de monter ça, apprendre le métier, apprendre le commerce. Apprendre les achats, ça c'est très très difficile, hein. Tu vois, on rebondira peut-être là-dessus, mais c'est quelque chose qui est vraiment délicat de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Tu vois, sortir cette fameuse boule de cristal quand tu dois acheter, ben tu vois, je sais pas moi, 100, 200 000, 300 000 balles de vélo, que tu dis putain, mais on y est là, qu'est-ce que je mets, quoi? Quelle taille, quelle couleur, quel vélo, quel modèle. Donc tout ça, c'est pas simple, hein. Vraiment, le monde du commerce c'est pas simple en général, mais c'est quand même une belle aventure, c'est enrichissant parce que tu apprends plein de choses et c'est assez challenging, un peu comme le sport, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport où il faut jamais lâcher, quoi. Ça qui est fou, c'est que tu peux jamais te reposer sur tes lauriers.
en disant bon c'est bon là ça a démarré, ça fonctionne, et puis là d'un coup boum tu te fais rattraper par un mois un peu plus difficile, et puis des trades qui arrivent, des trucs où voilà il y a plein de trucs qui te prennent la tête tout le temps quoi. C'est surtout que tu as démarré quand même dans une des périodes au les pire plus vraiment on peut pas dire. Ouais, j'ai démarré, personne voulait mourir de compte, je me souviens encore, même Orbea, tu vois, où ils m'ont dit on veut trop bosser avec toi et forcément tu auras la marque sur Perpignan. Mais on n'a pas de vélo mon gars, on peut pas te livrer. On a plus de vélo. Donc tu seras revendeur mais tu auras pas de vélo cette année. D'accord. Alors, comment t'as commencé? C'est quoi les premiers vélos que t'as eu? Les premiers vélos, j'ai eu des Megamo, une petite marque catalane, pas très connue dans le, voilà, internationalement, mais nous, on est assez chauvin en Catalogne, donc c'est plutôt connu chez nous. Donc eux, ils m'ont bien livré. J'ai démarré avec Aux Deux Fils aussi, une petite marque française sur la ville. Focus qui m'avait livré quelques vélos. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Et on était parti quoi. On était parti petit à petit. Après j'ai commencé à recevoir les premiers Orbea, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que je suis quand même pas mal associé à la marque, et quand on venait chez moi c'était quand même pour voir du Orbea. Et voilà, et petit à petit ça suit son cours. J'ai rentré plein de nouvelles marques, donc maintenant c'est une affaire qui tourne. On est content, on bosse bien. Et alors comment on gère une carrière, alors même si c'était une carrière plutôt vers la fin que le début, mais quand même, tu t'as continué à rouler et t'as continué à être dans le magasin aussi. Comment t'as géré les deux? Il faut pas dormir beaucoup quoi. Non, c'est après moi j'aime bien tu vois, je me lance toujours des nouveaux projets, des nouveaux défis. Je suis jamais à rester à la maison à rien faire. Donc voilà, si tu bosses, ça le fait. Et puis après, il faut s'entourer de bonnes équipes. J'ai 4 gars au mag qui bossent plutôt bien, avec qui voilà, j'ai entièrement confiance en eux. Donc quand je suis pas là, c'est eux qui tiennent la boutique. Et puis quand je reviens, il y a un peu plus de boulot et on essaie de se remettre à la page, et voilà, et c'est un éternel recommencement quoi. Là, donc t'as connu cette période où on pouvait pas te livrer de vélo, et puis là maintenant il y en a trop. Et puis ça a changé. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de comment tu l'as vécue, et aussi que tu nous dises où ça en est aujourd'hui et comment tu vois la suite? Période au début délicate, hein, tu l'as dit, donc les marques, il y en avait, ils me répondaient même pas quoi. Il y en avait, ils me disaient non, nous on n'ouvrira plus de nouveaux comptes au moins pendant 2 ans quoi. Donc même si c'était pas travaillé sur les zones quoi, tu vois, donc parce qu'il y a quand même toujours cette guerre aussi d'exclus sur certaines zones, de zones de chalandise qui veulent pas partager de marques et tout. Donc ça c'était même pas le cas, c'était juste qu'il y avait pas de matos. Donc ça, super délicat. Et la transition maintenant avec avec trop de vélos, c'est ça qui est, tu vois, pour moi c'est presque pire, parce que là il faut réussir à gérer ton appro, pas trop commander, réussir à être toujours dans le game et dans le match pour pas se faire éclater par les discounters. Et internet, c'est sacré lascar là. Donc c'est toujours trouver le juste milieu et avoir le bon produit au bon moment quoi. C'est ça qui est délicat. Mais putain, ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Il faut être bon, et il faut mettre le service en avant quoi. C'est vraiment ça, je pense que c'est le point fort des magasins, parce que c'est devenu un métier. Quand tu parles avec les anciens qui sont là implantés depuis 30 ans, ils te disent que c'est dur quoi. Ils ont plus vraiment à cœur de faire ce métier, parce que ça fait que négocier quoi. Et ça c'est super dur hein, quand t'es passionné de vélo, que tu mets le produit en avant, que t'es là pour pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça a été développé, comment on règle bien des suspensions, tu vois, que tu fais vraiment le taf comme il faut, et que le gars te sort le smartphone en te disant regarde à quel prix il est chez ton copain là-bas, tu fais waouh, mais là non quoi. Moi non, je peux pas te le faire à ce prix-là en fait, parce que moi je vais te le régler, il va marcher du tonnerre le vélo, si jamais tu le casses, je vais m'occuper de te gérer la garantie, je vais te prêter un vélo si tu as besoin, je vais te prêter une roue si tu la casses, tu vois, il y a tout ce service où souvent le client final le voit pas au moment d'acheter, parce que c'est vrai que
Tu vois, Bien sûr. on les cueille pas sur un arbre, les billets. Donc, Ouais. quand tu peux économiser, tu vas souvent au moins cher. Mais des fois, tu vois, il faut quand même essayer de peser le pour et le contre et de dire, bon, ok, c'est peut-être un peu plus cher, mais derrière, je vais avoir tout ce service-là. Mm. Et ça, c'est dur à inculquer et surtout avec ça va être pire avec la nouvelle génération où on les habitue quand même à cliquer et avoir tout le lendemain à la maison, quoi. Donc là, déjà que c'est moins cher, en plus, si tu l'as le lendemain, Ouais. nous, pour batailler, c'est pas simple, mais, Alors, tu nous as un petit peu parlé des arguments que tu utilises, donc le service, et c'est avec quelles armes tu te bats aujourd'hui en tant que revendeur physique versus bah, ça, hein, vraiment, ouais, le service, ouais. Ouais. Vraiment, c'est ce que je mets en avant, quoi. Le test, tu vois, moi, j'ai quasiment dans toutes mes gammes de vélos, j'ai un vélo test, quoi. Parce que pour moi, acheter un vélo, on n'a pas tous les mêmes goûts et tous les mêmes, les attentes d'un bike. Donc, moi, chaque vélo de ma gamme, que ce soit un Rallon, un Rise ou d'autres marques, hein, je mets un vélo test pour que le client puisse aller l'essayer, puisse passer du temps sur le vélo, voir si ça va pas, si c'est ce qui lui correspond, quoi. Et après, passer vraiment du temps avec le client, quoi, tu vois, tu vois, je lui offre une étude posturale, je lui explique quand il va enlever de la compe sur son amortisseur, ce que ça va faire, pareil à la fourche, tu vois, et sur tel et tel secteur, qu'est-ce qu'il faut rouler, plein de choses qui font que le rider va progresser, en fait, et que nous, on doit mettre en avant, en fait, parce que c'est ça avant tout, le service. Ouais. Et d'ailleurs, je conseille à tous les magasins qui nous écoutent de le faire, parce que si on ne le fait pas, en fait, ben ça met à mal tous les autres magasins qui eux le font comme il faut et ça fait de la pub pour tout ce marché du web, quoi. Donc sur la partie essai, juste encore une fois pour nos amis revendeurs qui nous écoutent, qui sont au magasin, comment est-ce que tu conseilles, c'est quoi la meilleure manière pour toi de transformer un essai, de réaliser un essai qui soit une bonne expérience pour le pratiquant et qui donne envie derrière d'acheter le vélo? Déjà, moi, j'essaie de voir où c'est que roule le rider, tu vois, parce que c'est vrai qu'on est tous, souvent le shop roule les trails locaux qui les entourent. Donc, j'essaie de savoir un petit peu la discipline que roule le consommateur pour vraiment l'orienter sur le bon vélo. Et ça, en fait, c'est souvent ce qui déclenche la vente, quoi. Quand le client se sent écouté et qu'il voit que tu lui as pas vendu un rallon de DH pour aller faire du cross-country, tu vois, il sent que tu vois, tu sais de quoi tu parles et que tu vas pouvoir le conseiller et l'épauler dans tous ses besoins, quoi. Et ça souvent, c'est ce qui déclenche la vente, quoi. Tu vois, c'est vraiment le parcours client qui fait que. Mais déjà, moi, je commence par lui demander où est-ce qu'il roule. Alors le niveau, c'est toujours compliqué. Tu peux, voilà, parce qu'il y en a qui sont champions du monde et d'autres qui sont au contraire qui roulent super bien et qui vont te dire qu'ils avancent pas. Donc c'est plus de dire bon ben je roule sur tel secteur et tel secteur et moi avec ça déjà je sais le vélo qui va être adapté à ses besoins, quoi. Sur la partie essai plus spécifiquement, est-ce que tu recommandes d'accompagner la personne ou de le laisser avec le vélo? Moi je préfère le laisser avec le vélo. Accompagner ça serait top honnêtement parce que tu pourrais tu pourrais aussi l'aider techniquement, mais bon, ça se transformerait presque en stage et tu vois, et en école de vélo. Mais moi, je conseille quand même de le laisser tout seul et de lui dire, bon, ben voilà, t'as vraiment faire un bon briefing sur les settings du bike et idéalement de le faire rouler sur les trails qu'il connaît par cœur, quoi, pour qu'il voit vraiment l'évolution de son ancien vélo au nouveau, quoi. Ok. Mais moi, j'ai vu une organisation qui était intéressante aussi chez un revendeur toulousain. Qui lui, je crois que c'est le jeudi matin, il avait un petit groupe et donc il se bloquait dans son agenda, il avait un petit groupe de 4-5 personnes et il organisait une sortie de groupe avec des clients qui étaient intéressés. Du coup, ça faisait que les gens, ils étaient vraiment intéressés et donc ils réservaient le créneau et ils étaient pas là juste pour faire un tour de vélo. Donc ils étaient là vraiment pour essayer le produit. Et donc, ça permettait aussi donc comme tu dis, de donner quelques conseils de pilotage, faire vivre une expérience et de peut-être régler 2-3 trucs, finaliser et que le taux de transformation derrière était, dingue. Enfin, il transformait 90% des gens qui venaient essayer le vélo. Ceux qui n'achetaient pas, c'était vraiment ceux qui disaient oui, non, ce vélo, moi, j'aime pas, c'est pas fait pour moi et voilà. Mais ceux qui étaient intéressés,
ils disaient ok, génial et tout, j'ai passé un bon moment et ça crée une bonne relation aussi avec leurs vendeurs. Carrément, ça c'est. Mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément évident parce que ça nécessite quelqu'un qui soit disponible. Et puis quand t'es dans ton bouclard et que t'es deux avec ton mécano, compliqué. C'est pas évident, mais après carrément nous on se faisait ça le jeudi soir. Alors c'était pas un mode test, il y avait des clients qui pouvaient tester des bikes, mais là cet hiver on a mis ça en place tous les jeudis soirs. En fait on part et il y a un invitationnel avec le shop et on part vraiment rider sortie nocturne et là vraiment on partage, on boit la bière à l'arrivée et si un client veut tester un vélo il peut le tester, tu vois. Mais c'est parti pas vraiment de test bike, c'est plus parti de communauté et partage plutôt que commerce, quoi. Ce que tu inclus dans la partie entre guillemets service que tu offres à tes clients, ou que tu crées une espèce de communauté et qui font que. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je discute avec des magasins qui me contactent pour avoir un peu des conseils aussi. Et c'est vrai que la question qui revient, c'est comment est-ce qu'on peut se différencier du web, des prix, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, on en a un petit peu parlé, le conseil, l'écoute, l'expérience, le test, les sorties encadrées, des soirées, des événements. Qu'est-ce que tu mets? Il y a plein d'idées, hein. Les sorties à plusieurs, c'est trop bien, hein. Franchement, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est créer une dynamique autour du shop où c'est que tu pars rider, tu fais découvrir à l'arrivée la petite bière avec la pizza, juste du ride, quoi, juste discuter de cette passion qui nous est commune et rider, quoi, et parler produits et poser le vélo et se pignoler devant le vélo, comme on dit dans le sud. Bien sûr. Oui. Voilà, juste parler matos, quoi, en fait. C'est ça qui est trop bien. Et j'ai l'impression aussi quand même faire des choses que le web peut pas faire. Ouais, c'est ça. Ça, on en parlait, hein, au travers du test. Nous, on en fait plusieurs. Là, je projette de faire on a une descente chez nous qui est la descente du train jaune, qui est assez fameuse, où on monte avec le petit train jaune qui a plus de 100 ans et après on descend jusqu'à dans la vallée. À plus de 1500 mètres de dénivelé, donc c'est super joli, super touristique. C'est le petit ride magnifique, assez tech mais magnifique. Et ça, tu vois, tu pars avec des clients, tu te fais ça, c'est juste la folie, quoi. Tu vois, en plus de faire découvrir le territoire, tu fais découvrir le produit et tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc c'est assez génial, ouais. Et ça, je vous conseille. Je conseille à tout le monde de le faire, mais bon, c'est toujours pareil, c'est assez chronophage et quand t'es au rupteur dans le shop et qu'il y a tout à gérer, c'est pas simple. Donc, mais il faut se mettre un petit coup de pied au cul et essayer de planifier comme ça des journées ride, test et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ok. Alors, avant de passer sur la partie développement et ton rôle chez Orbea aujourd'hui, j'aimerais que tu me fasses un petit topo, peut-être rapide, sur comment démarre la saison dans le magasin. Parce que tout le monde attend, l'année dernière, 2024, tout le monde attendait le soleil et puis la pluie faisait que les gens disaient oui, la saison démarre pas. Cette année, il fait beau, globalement. Comment démarre la saison? Nous, elle a plutôt bien démarré. On fait, pour l'instant, on est vraiment dans les chiffres là sur Mondo Vélo Perpignan. On a même une belle progression, surtout à l'atelier. On travaille très fort à l'atelier. Les ventes, c'est toujours délicat, donc c'est compliqué d'avoir une belle marge. Donc heureusement qu'on travaille bien sur l'atelier pour augmenter un petit peu ce pourcentage-là. Moi, je suis plutôt content, plutôt satisfait, même si c'était assez stressant en début d'année parce que tous les acteurs disaient que ça allait être une année 25 assez complexe, assez délicate. Moi, pour l'instant, plutôt satisfaisant et et content du résultat. Même si ça reste dur de bien travailler, en fait, de mettre en œuvre tout ce que je t'ai expliqué et de concrétiser la vente malgré tous ces services qui sont mis en avant. Il faut quand même forcer pour pas baisser le pantalon et faire un prix, quoi. Et ça c'est dur, quoi. D'accord. J'incite les marques d'ailleurs à serrer les vannes là avec ces discounters sur le web là, tu vois, à dire stop, on arrête de faire les cons, on vend au prix. Et en même temps, on a quand même vu, des magasins en France,
physique, discounter, enfin faire pareil, faire pareil, aussi parce que les marques ont eu un max de stock à liquider. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir aux marques? Non, elles sont à un moment donné, quand tu es vraiment au bord du gouffre, il faut mettre le paquet pour sortir les vélos, quoi. Mais si personne le fait, les vélos, on en a quand même besoin et je pense qu'ils se vendront quand même, quoi, tu vois. Le problème, c'est que c'est un qui démarre et après, voilà, c'est toujours, mais, enfin, je veux dire, il y a des très belles marques qui ne bradent pas dans d'autres domaines, quoi. Je veux dire, ils croient en leurs produits, ils disent, nous, on n'a pas besoin de brader, on brade pas et les produits se vendent quand même. Donc, si tout le monde fait pareil, ils se vendront quand même. Je veux dire, le vélo, on va pas arrêter de faire du vélo demain, quoi. Donc, c'est juste qu'il y en a un qui démarre et l'autre moins, et l'autre moins, et l'autre moins. Et après, si toi, tu te mets pas en moins, forcément, tu vends plus rien. Hein. C'est un peu la dure loi du commerce. Hein. Okay. Donc, moi, j'incite tout le monde à vendre au prix et les vélos, ils se vendront quand même. Ce n'est que mon point de vue, mais je sais que c'est délicat, attention. Je dis ça, mais du moins, nous, en tant que magasin, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué à vivre quand tu as des produits, des très beaux produits, qui plus est sur lesquels tu as bossé, qui sont discountés. Là, tu te dis, putain, mais pourquoi il fait ça, quoi? C'est des produits auxquels on a manqué, et là, maintenant, il est discount alors qu'il faudrait pas, quoi. Ça mérite pas d'être discounté, un produit comme ça. Mais voilà, et le copain, il est pendu, il a une grosse traite qui arrive, c'est ça, c'est toujours la loi du marché, malheureusement. Bon, parle-nous un peu de ce que tu fais chez Orbea aujourd'hui. Vas-y, parle-nous. Je m'amuse avec les vélos, quoi. Il m'envoie des vélos et je m'amuse avec. Non, je bosse au développement des produits, en fait, avec les ingénieurs, surtout avec Markel et Iñaki, qui sont deux ingénieurs et riders en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Markel qui court ce week-end avec moi avec un proto aussi de Rallon. Donc ça, c'est trop bien d'avoir quelqu'un à mes côtés qui ride et qui comprend aussi ce que je veux dire. Donc moi, je suis pas du tout ingénieur mais alors très loin je crois que tu nous l'as expliqué au début. La prétention de l'être. Mais par contre, je pense avoir un bon feeling sur le bike et sur le terrain. Et j'essaie de mettre ça en avant, en fait, et de faire un retour avec eux sur tous les produits qu'ils m'envoient. Donc on bosse souvent sur des premières versions aluminium. Donc moi, j'aide pas du tout sur la partie industrialisation, dessin, tout ça, c'est vraiment eux qui gèrent. Une fois qu'il y a un produit qui va être testé, en fait, ils me l'envoient, ils m'expliquent sur quoi ils ont bossé et sur quoi on va vraiment la vision et la direction à prendre sur le vélo. Et moi, je teste, je fais des retours produits, je dis ce qui allait pas. Donc c'est souvent une première version aluminium, comme on a pu avoir sur le Rallon il y a déjà une paire d'années, tu vois. Et après, donc, le premier moule carbone sort de terre. La première version arrive et on continue les tests sur les lay-up, les rigidités de cadre, les longueurs de cadre, les géométries. Et moi, je suis plutôt là pour faire du retour, en fait, du retour terrain, quoi. Okay. Que ça soit sur le produit, test de longue durée, tu vois, c'est des choses que peuvent pas forcément faire aussi, donc ils ont ce besoin-là, tu vois, de tester aussi le produit. Il y a forcément chez eux des tests des bancs et des tests machines qui sont vraiment efficaces, mais aussi le test les bons cailloux du sud, c'est quand même bien aussi d'essayer de casser du vélo là-dessus et le ressenti c'est différent, c'est-à-dire sur une machine, sur un dyno, t'as de la data, mais t'as pas de ressenti. Exactement. Donc c'est pour ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est de faire des retours produits sur les futurs vélos des futurs clients, quoi. Ouais. Et c'est plutôt cool comme job. Vraiment, j'y prends du plaisir. Ouais. J'y prends du plaisir. J'aimerais presque avoir un peu plus de temps pour le faire, parce que là, j'avoue qu'avec le shop, t'es souvent aspiré par le côté être présent au shop et un peu moins de temps pour le ride. Mais j'avoue que recevoir un vélo, j'en ai encore reçu un la semaine dernière. Je pourrais pas encore te dire ce que c'est, mais pouvoir aller le rouler pour la première fois et voir les évolutions, c'est trop cool, quoi. C'est trop cool de voir tout ce qui peut évoluer. Parce qu'il y a des moments où on se dit bon, là on est arrivé à un point où il va falloir quand même attendre une paire d'années pour que ça aille plus vite, quoi.
Et en fait, pam, d'un coup, t'as une idée, un truc, et tu t'aperçois que ça peut évoluer trop vite, hein, très vite. Hein. Donc, c'est vraiment un côté qui me plaît beaucoup dans le job. Ouais. Ouais. Et après, pas plus, hein, je suis sur des lancements presse, tu vois, avec eux. Je fais quelques tournages vidéo quand ils ont besoin de moi. Mais ouais, ambassadeur, j'aime pas vraiment dire ça parce que je suis pas non plus le plus grand fan des réseaux sociaux. J'essaie de me bouger un peu, mais je suis pas youtubeur, quoi. Bah, Moi, pourtant, 22 millions de vues, ça va, ouais, mais quoi. bon, là, j'ai pas forcé, hein, crois-moi. Ouais. À part sur le vélo, mais ouais, j'ai pas. C'est pas quelque chose qui m'anime plus que ça, les réseaux. Donc, j'ai pas ce côté naturel de sortir mon téléphone tous les quarts d'heure pour filmer. Donc, ça, c'est pas cool, hein. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Mais moi, je suis plutôt produit et c'est ce que j'aime faire. C'est plutôt tester et essayer de refiler mes feedbacks au mieux que je peux, quoi. Ouais. Donc, et c'est ce qui m'anime, du moins. D'accord. Combien de temps tu te vois encore faire ça, tester des vélos, développer? Bah, je sais pas trop, tant que je pourrais, tant que j'aurai un petit peu de vitesse aussi, tu vois, parce que il y a aussi ça, tu vois, qui fait que je pense qu'il faut quand même un certain niveau pour essayer de mettre à mal les produits, tu vois, pour essayer de. Je dis pas pour filer des premiers retours, tu vois, t'arrives à rapidement donner des avis, mais pour pousser le matos et voir un petit peu les évolutions, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir toujours un peu de vitesse. Et aussi aller sur des courses, tu vois, ça sert à ça, tu vois, j'ai encore ce besoin d'aller tester du produit sur des courses, de montrer un petit peu ce que ça vaut et de me le montrer aussi à moi-même. Donc, tant que je pourrais, mais je ferai pas ça encore 10 ans, ça c'est sûr. Donc là, tu prends le départ demain. Ouais. C'est ça. Donc là, on est vendredi 30 mai. Ouais. On est donc à Loudanvielle. Demain matin, tu prends le départ. Comment tu abordes justement cette course? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est donc pour du développement? C'est quoi le... Et j'ai absolument aucun objectif. C'est vraiment pour le développement, pas vraiment, parce que le vélo, maintenant, moi, le taf, il est fini, quoi. Je veux dire, le vélo, il est sorti. D'ailleurs, il est plutôt bien fini. On est super content du résultat. J'ai aucun objectif personnel, mis à part que je suis encore un putain de compétiteur. Franchement, chaque fois qu'il me dit 5 à 3 2 1, je vrille un peu. Donc demain, c'est sûr que je donnerai tout ce que j'ai. Mais par contre, tout ce que j'ai, mais j'ai pas grand chose, quoi. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que je fais plus trop de vélo. Et je fais du vélo une fois par semaine, comme peut-être comme toi. Je sais pas si t'as le temps de rouler, mais voilà, je m'entraîne plus comme un athlète. Hein. Donc je peux pas avoir la prétention de faire un top 5 ou un top 10, quoi. Donc je ferai ce que je peux, c'est sûr, c'est que je vais m'amuser. Je vais donner tout ce que j'ai, mais plaisir avant tout, quoi. Vraiment, demain, je sais que je vais m'éclater. Les trails, on a fait les recos hier, ils ont vraiment bien bossé, c'est trop beau. Le vélo, je m'éclate dessus. Il est excellent. Là, je suis en config mulette. Donc vraiment fun avant tout, quoi. Ok. Donc, c'est ça le goal de demain, c'est ça. Et alors, question un peu perso, mais comment tu fais pour prendre du plaisir tout en sachant que t'es peut-être un peu moins compétitif qu'avant? Ben parce que je me fixe pas de résultats. Après, c'est vrai que je te cache pas que j'aimerais que ce côté compétiteur ça s'éloigne un peu, tu vois, parce que je veux vraiment, pour une anecdote, l'an dernier, je monte au départ de la Rocco de la Méga. J'arrive en haut du glacier, au départ du glacier. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai eu une vraie peur, quoi. Tu vois, c'est toujours impressionnant. Tu l'as fait plusieurs fois. Quand t'arrives là, tu vois cette glace, ce mur, ce premier virage où tu te dis, mais tu te dis, bon, je suis là, il faut mettre du gaz. Et puis là, c'est la première fois où j'ai, tu sais, cette boule au ventre d'une vraie peur, quoi. De regarder plein de dangers autour, de me dire, putain, là-bas, il y a des cailloux. Si tu glisses, que tu tapes là-bas, tu t'éclates. Tu vois, voilà. Je suis arrivé en bas, j'ai dit à ma femme, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur de lui dire, tu vois, mais j'ai pas eu honte, mais j'ai dit, putain, c'est peut-être le moment d'arrêter, quoi, tu vois, d'arrêter ces conneries, du moins de faire le fou, quoi. Et le lendemain, nous voilà au départ de la course, à plus de 100 à l'heure sur le glacier, et ça allait pas encore assez vite, quoi. Plus aucune peur.
cette envie de gagner, mais plus que tout, tu vois, de me dire putain, mais et je te jure, j'étais là en mode tucking à fond là, et ça allait pas assez vite, quoi. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais t'es vraiment un sacré Mongolien quand même, parce que le côté compétiteur a vraiment pris le dessus, et j'aimerais quand même que, voilà, tout ça pour dire que ça s'en aille un peu, parce qu'à un moment donné, quand tu t'entraînes plus, ça peut être dangereux, quoi, parce que la vitesse est quand même encore là, tu vois. Bien sûr, et ton à cerveau, peu près, il est tu là. vois, t'arrives à, Ouais. mais je sais que voilà, si tu vois, je vais plus à la salle, je fais plus de gainage, tu fais plus tous ces trucs-là, donc quand ça cogne, les os ils se brisent, quoi. Donc il faudrait un peu apaiser la bête, quoi. si possible. Je vois. Est-ce que t'as les mains moites quand t'entends la musique à l'Arma du départ de la méga? Tu sais que si tu l'entends, je l'entends n'importe où. Si tu me la mets là, je crois que j'ai la petite boule au ventre qui va monter. Ouais. Tu connais d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Ça c'est. Cette musique, elle est infernale. Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, Alarma, c'est cette espèce de musique techno des années 90. 666, Alarma, qui sert de départ à la méga. Et en fait, ça crée, je pense, chez tous les participants de la méga, une sorte d'ancrage. Non, c'est ce qu'on appelle ancrage. En fait, on se remet dans le contexte du départ. Et le départ, c'est quand même un moment hyper stressant, la méga. Ah ouais. Parce que tu te lèves, il est 4 heures du mat, t'arrives en haut du pic blanc, il est 6 heures, tu te pèles les meules, et le glacier, c'est de la glace bleue. Et donc, heureusement, ça fond un petit peu, enfin, ça se ramollit. Au départ à 9 heures, la neige est un peu ramollie, mais quand t'arrives à 6 heures sur le glacier, c'est de la glace, quoi. Et là, Et donc forcément, quand t'entends cette musique au départ, t'es dans un niveau de stress, t'as tous les gars autour, enfin, et c'est vrai que ça te crée, je sais pas, mais même moi là, j'en parle. Ouais, voilà. Et puis c'est unique, quoi. Il y a que là-bas, hein. Je veux dire, même moi, tous les départs de Coupe du Monde que j'ai fait, ça, j'ai jamais eu ce stress-là, quoi. Ouais. Parce que là, il y a tellement de choses autour que t'es pas seul, quoi. Ouais. T'es pas le seul gestionnaire. Et d'ailleurs, si vous ressentez vous aussi ce petit stress, ce petit truc, les mains moites, mettez-nous en commentaire et c'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est fou. Ça. Ouais. Et ok, donc demain plaisir, pas trop de prise de risque, rouler, mais bon, on sait que quand même tu vas après mettre un peu. je dis pas que je vais aller doucement parce que je te dis je vais aller le plus vite que je peux, quoi. Ouais. Mais voilà, zéro objectif vraiment. C'est prendre du plaisir et montrer le vélo, il est beau, il marche bien, donc voilà, c'est ça le deal, c'est ça. Le deal. Arriver en bas, rentrer en un seul morceau et retrouver mes petites chéries demain, dimanche à la maison. On a eu l'impression sur les 2 premières manches en enduro que il y avait une espèce de revival de l'enduro. En tout cas, les pilotes ont exprimé une certaine satisfaction du format. Ils ont pris du plaisir, ils trouvaient ça cool. Qu'est-ce que t'as perçu directement ou indirectement de ça? C'est marrant que tu en parles parce que j'ai eu ce même moi point de vue extérieur, hein, parce que c'est vrai que j'étais un peu décroché des premières courses. Je t'avoue que j'ai regardé vraiment le résumé après la course. J'ai même pas suivi le live comme je pouvais le faire vraiment quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai eu cette sensation là aussi de vraiment de retrouver un petit peu l'engouement et les épreuves qu'on avait il y a encore 5-6 ans en arrière. Donc j'espère que l'UCI l'entendra, que les organisateurs l'entendront et qu'on reviendra à ces formats-là pour retrouver l'essence de l'enduro et le retour aux sources, quoi. Tu vois, le retour j'en parlais tout à l'heure avec Phil, là, où moi, ici même, j'aurais aimé qu'on court avec les amateurs, tu vois. Ils couraient aujourd'hui et je trouve ça dommage qu'on soit pas mélangé parce que pour moi, l'enduro, c'est le sport, c'est le sport du peuple, quoi. Il faut que tout le monde fait de l'enduro. Tu vois, l'ADH, c'est magnifique. J'adore ça et j'adore le regarder. Et je préférerais toujours regarder l'ADH que l'enduro parce que c'est magnifique, quoi. C'est classe, tu vois. Et pareil que la moto, tu vois. Je vais pas regarder des manches d'enduro alors que je suis enduriste. Je vais plutôt regarder une MXGP de motocross parce que c'est des sauts, parce que c'est de la bagarre. Donc ça, on pourra jamais l'enlever. Mais du coup, nous, il faut que ça revienne aux sources et qu'on partage avec le petit compétiteur local qui est venu là et qui peut rouler avec les meilleurs pilotes mondiaux, qui peut se frotter à lui, regarder les chronos et tout ça le même jour
et que ça soit une fête du vélo. Donc moi j'aimerais que ça revienne à ça avec 600 pilotes par course et je suis sûr que l'enduro reviendra au niveau où il était, hein, ça c'est clair. Mais juste ça, ouais, retrouver l'essence même de ce qu'était l'enduro, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, la santé, hein, franchement, s'il y a la santé, il y a tout qui suit, hein. Moi, juste ça. Si moi, du moment où je suis en pleine santé, je prends du plaisir et voilà, la santé, le ride, et en avant, quoi. Ouais. Allez. Et en avant. Dernière question, si tu avais une prochaine invitée dans Roue Libre que tu aimerais entendre, ce serait qui? Oh, bonne question. J'ai un peu de temps pour réfléchir ou pas? Tu as... Bonne question. C'est marrant parce que c'est Caro qui m'est venu de suite, mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Qui c'est qu'on pourrait... Nico, tu l'as, Nico Vouilloz? Nico, pas encore. Ah, Nico, j'aimerais bien écouter Nico, ouais, tu vois. Nico, ouais. Grand maître du vélo. Puisse-t-il t'entendre, Nico? Allez, Nico, sors de ta grotte. Allez. Eh ben, on lui souhaite de sortir. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Je lui envoie des bises. Ouais. On lui envoie des bises. Ok, on prend. Ouais. Un mot pour finir? Eh ben écoute, je souhaite longue vie à En Roue Libre. Hein. Continue de faire tout ce que tu sais faire. Tes podcasts sont vraiment super, donc ouais, ça sera le mot de la fin. Allez. Que ça roule. Eh ben top. Eh ben écoute, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. D'avoir accepté au débeauté, parce que c'est vrai que pour vous qui peut-être avez noté que mes questions étaient un tout petit peu moins préparées, eh ben sachez que j'ai croisé Damien. Là il est 19h45 et j'ai croisé Damien. Devait être 14h30 ou 15h, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Donc voilà, j'ai vu Damien, je me suis dit c'est lui qu'il me faut. J'avais envie d'enregistrer un épisode avec toi et donc voilà. Donc merci d'avoir accepté au débeauté et merci à vous qui nous écoutez de pardonner parfois mes petites questions un peu mal préparées ce coup-ci, mais sachez que voilà, le contexte est un peu particulier et merci pour cet exemple que tu nous donnes aussi, cet exemple d'une carrière incroyable partie d'une base qui était pas celle de l'école classique du VTT, comme on entend TRJV, TNJV, BMX, machin. Eh ben, t'es arrivé sur le tard, t'as tout fait péter et super carrière. Et franchement, je trouve que c'est hyper inspirant de se dire, bah déjà, on peut commencer tard, quel que soit de là où on part. Si on fait le métier, si on se donne les moyens et qu'on fait les choses bien, on peut arriver à quelque chose. Et je souhaite qu'il y ait un maximum de gens effectivement qui écoutent ton exemple parce que arrêtez de croire qu'il faut être un Jackson Goldstone sur sa draisienne à 4 ans pour faire péter en Coupe du Monde. On n'a pas besoin de ça, on peut arriver sur le tard. Et j'aime beaucoup ton exemple pour ça. Eh ben écoute, merci pour ces gentils mots, très sympa. Avec grand plaisir. Remerciements à vous qui nous écoutez et qui nous regardez, mais aussi à vous qui, ici à Loudanviel, êtes venus me voir parce que bah moi j'y suis pas trop habitué, pour être tout à fait honnête, mais ça m'envoie beaucoup d'énergie, ça m'amène beaucoup d'énergie que des gens viennent me voir et me disent on adore ce que tu fais. C'est trop cool. J'ai écouté l'épisode avec un tel, et on adore. Vas-y, continue. Et puis, bah voilà, moi ça m'envoie une énergie carrément, c'est gratifiant et tu le mérites vraiment. Bravo. Bah, merci. Continue. Donc voilà, merci à vous tous et toutes qui également en commentaire nous dites que vous aimez En Roue Libre mais que vous aimez aussi le parcours de mes invités. Donc n'oubliez pas de le faire. Enfin, faites-le. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout, comme disait Thibault Lally, ne vous abonnez pas, ne vous abonnez pas, ne soutenez pas la chaîne et ne nous montrez pas que vous aimez ce qu'on fait en vous abonnant. Voilà. Un dernier remerciement
au Mercure de Loudanviel. Le Mercure de Loudanviel. Alors, on est presque dans le hall d'accueil, donc ça fait un petit peu de bruit derrière, mais le hall de le Mercure de Loudanviel nous reçoit comme des chefs. On a cette espèce de petit espace trop bien avec la télé, avec mon petit logo et tout. On est bien, ils nous mettent bien, ils nous reçoivent comme des chefs et vous, si vous allez au Mercure de Loudanviel, vous serez également reçus comme des princes. Il y a un spa, il y a une piscine, il y a un restaurant, il a tombé et voilà, donc un grand merci au Mercure de Loudanviel. On vous met les liens dans la description. Voilà. C'est tout. Eh ben écoute, c'est tout. On va aller manger, on va aller mettre les jambes en l'air. Ouais, on va aller manger. Bon, merci beaucoup. Et puis d'ici le prochain épisode, on vous dit kiffez très fort. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En Roue Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En Roue Libre en vous abonnant sur YouTube et Instagram et à vous abonner à la newsletter En Roue Libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En Roue Libre. Je vous invite également à soutenir En Roue Libre sur Tipeee et à partager cet épisode à d'autres passionnés de vélo. Enfin, pour obtenir un avis d'expert sur votre communication et comment atteindre vos objectifs plus rapidement, rendez-vous sur LinkedIn ou réservez un appel directement sur agenceline.fr, agenceline.fr. Vous venez d'écouter En Roue Libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.